une chose que je ne comprends pas quand je reçois votre livre, c'est pourquoi ne pas avoir signé Botton, puisque c'est toujours votre nom aujourd'hui, et avoir signé Noir, compte tenu des accusations que vous portez dans ce livre contre votre père. Parce que je pense que ce livre, d'abord, c'est une histoire entre mon père et moi, tout simplement. Et vous pensez que ça a plus de force avec Noir? Non, oui. C'est mon nom, je crois que ça on ne peut pas me l'enlever. Vous êtes marié avec Pierre Botton, vous appelez Botton? Oui, enfin... Vous êtes séparé, mais vous êtes marié. Je suis séparée de mon mari, oui. Et pourquoi vivez-vous aux États-Unis? Écoutez, quand on voit ce que j'ai vécu, ce que mes enfants ont vécu, il y a un moment, il fallait dire stop. Voilà, et mes enfants souffraient terriblement, et moi aussi. Donc vous avez préféré tout couper, couper les ponts et partir aux États-Unis? Oui, parce que les réflexions auprès des enfants à l'école, bon, elles étaient trop... ça n'allait plus, quoi. Alors vous êtes aux États-Unis, donc vous êtes bookeuse dans une agence de mannequins, c'est ça? Je travaille dans le milieu de la mode. Oui. Et là vous êtes en France donc pour la sortie de ce bouquin. Alors vous dites effectivement, j'écris ce livre non pas pour régler des comptes mais pour dire stop. Mais en fait l'affaire Botton elle est un peu aux oubliettes. En fait c'est vous qui la remettez à la surface parce que il y a eu la sortie du livre de Pierre Botton qu'on a reçu ici d'ailleurs. Mais disons que l'affaire elle est enterrée là. Pourquoi d'un seul coup vous savez c'est vraiment... je vous dis encore une fois, c'est entre mon père et moi. Je crois qu'il y a une... il s'est passé des événements. Il s'est passé que... je suis donc partie il y a 3 ans. Et l'année dernière, au mois de février, mon père a envoyé quelqu'un à l'école de mes enfants. Voilà. Et ça m'a beaucoup choquée parce que pour renouer le contact avec vous? Oui, enfin la personne était ma sœur. Elle m'a dit, je sais pas, peut-être une dizaine de fois, je suis pas l'envoyée de papa. Donc déjà... Voilà, et si vous voulez, c'est arrivé après, je me suis rendu compte que ça arrivait à un moment qui pour lui était crucial, puisque après, par la suite, j'ai appris qu'il re-rentrait en politique, si vous voulez. Donc vous pensez qu'en fait, il cherchait à renouer avec vous pour finalement relancer sa carrière politique? Tout à fait, pour s'arranger, pour que ça l'arrange, et que effectivement, c'était une caution. Mais moi, je ne lui servirais pas de caution. Bien, alors ce bouquin est très intéressant parce qu'on voit finalement toute cette histoire racontée par quelqu'un qui a été témoin numéro 1, c'est le cas de le dire. Donc au début, on voit, c'est assez guilleret tout ça. Première campagne électorale, toute la famille s'y met, vous répondez au téléphone, vous mettez les tracts dans les enveloppes, enfin tout ça est assez joyeux. Et dès que votre père est élu, le regard des autres sur vous change. Effectivement, vous devenez la fille du député, vous dites vous devenez un mini-toi en parlant de votre père. Donc on voit bien déjà la première rupture, elle est là. C'est-à-dire que d'un seul coup, on ne vous regarde plus comme avant. C'est pas vraiment une rupture. Vous savez, à l'époque, je crois que c'était pas du tout perçu comme ça. On était très fiers de ce qui se passait. On n'était pas du tout... au contraire, on était très impliqués. Comme effectivement, je le raconte, on faisait la chaîne pour me mettre sous enveloppe. Ensuite, on allait distribuer. Moi, j'étais vraiment une militante, j'ai affiché pour lui, j'ai fait beaucoup de choses. Et c'est pas ça la rupture. Je crois que la rupture, elle est venue plus tard. Bon, on va en parler. Donc ensuite, on voit l'arrivée de Pierre Botton dans le cercle familial. Première altercation violente avec votre père quand vous lui annoncez votre volonté d'arrêter vos études et d'entrer dans la vie active. Et là, effectivement, d'un coup, le papa gentil devient assez hard. Il y a une espèce de bousculade entre vous. Il vous dit, tu vas continuer tes études et si tu le fais pas, je refuserai que tu t'appelles plus longtemps Noir. Donc c'est vrai que d'un seul coup, le mec, c'est un peu le masque. Il m'a mis à la porte de la maison. Il vous a mis à la porte, il vous a demandé de lui rendre les clés de la maison. Tout à fait. Alors, en 86, vous avez 21 ans. Votre père devient ministre, vous commencez à fréquenter d'une façon un peu plus assidue Pierre Botton, avec qui vous travaillez, puisque effectivement vous quittez l'école et vous quittez vos études. Tout à fait, j'ai effectivement arrêté mes études. Il vous donne un boulot de secrétariat auprès de lui, et Pierre Botton finira par vous demander en mariage. Des choses que je ne comprends pas. Vous avez des problèmes avec votre père, donc déjà on sent bien que ça arrive. Mais j'ai eu toujours des problèmes. Oui, c'est normal, vous êtes l'aîné, enfin, tout le monde, la fille aînée, des problèmes avec son père, c'est pas très... Oui, mais c'est pas quelqu'un, si vous voulez, chez nous, il n'y avait pas de dialogue, il n'y avait pas de discussion, il n'y avait rien, c'était un père très autoritaire, apparemment, oui. Très tyrannique même, je pense qu'il faut le dire, et c'est vrai que... Vous racontez des vacances à Saint-Tropez où lui, il joue du violoncelle et il fait régner un ordre de fer parce que ça le dérange, oui. Donc, mais vous épousez quand même un des plus proches collaborateurs de votre père, c'est-à-dire que malgré disons, ces problèmes qu'on sent arriver, vous épousez un proche collaborateur. Donc effectivement, ça pouvait arriver où c'est arrivé, non? Ah non, attendez, je crois que c'était totalement différent. Moi, j'ai épousé la personne que j'aimais, et voilà, c'est tout. Ça n'avait rien à voir avec mon père. C'était totalement différent.
De nouveaux problèmes surgissent lorsque vous vous mariez effectivement avec Pierre Boton, c'est-à-dire que la cérémonie, vous avez l'impression qu'elle est transformée en opération de relations publiques pour lui. Ah, complètement. Ouais, complètement. Donc il se sert, et c'est tout ce que vous lui reprochez finalement dans ce bouquin, c'est de se servir de tout le monde. Il fait passer sa carrière politique avant tout. Hein. Et parallèlement, ce que je disais en commençant, il tient un discours sur la morale, sur le fait qu'il ne faut pas vendre son âme, etc. Il tient officiellement un discours très humanitaire et très voilà. Et puis quand on voit la vie privée, c'est tout à fait différent. En 88, votre père, Michel Noir, perd son ministère. Il n'a plus d'appartement de fonction. Il va dans un appartement rue de Solferino qui est payé par Pierre Boton. Et il dira plus tard au juge qu'en fait c'est un appartement qui vous était destiné et que vous n'aviez pas pour un caprice, comme ça vous n'en vouliez plus. Tout à fait. Hein? Ah, mais tout au long de cette affaire, il y a eu des allers-retours entre lui et moi, c'est-à-dire que le juge faisait, il triait entre ce que disait la fille, ce que disait le père, parce qu'effectivement mon père se rabattait systématiquement sur moi. Ouais. Il s'est servi de vous aussi pour sa défense, on va le voir. La même année, les relations, donc c'est 88, les relations se dégradent entre Michel Noir et Pierre Boton. Non, mais ça, je crois que ça c'est entre eux, hein, déjà. C'est pas quelque chose que je peux. Mais c'est vrai que je pense que mon père est quelqu'un qui utilise les gens complètement. C'est un vrai, je dirais, c'est un pur politique. Voilà, il utilise et après, ben, quand il ne peut pas se regarder dans la glace et dire j'y suis arrivé moi-même, ben, il fait le ménage. Ouais. Plus ou moins bien, plus ou moins avec la classe, mais il fait quand même le ménage. Alors bon, finalement, Pierre Boton finit par quitter ses fonctions à l'hôtel de ville de Lyon, mais avant, il demande à votre père de lui signer une reconnaissance de dette, puisqu'il a financé toute son expérience politique. Ah non, pas du tout, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Ah bon? C'est pas du tout, je veux dire, la reconnaissance de dette et ce qu'on a appelé le protocole est un document que moi j'ai vu arriver chez moi à un moment où donc Pierre était parti, et c'est quelque chose que mon père a écrit et a envoyé comme ça, et c'est pas du tout, je veux dire, on n'oblige pas Michel Noir à écrire quoi que ce soit. Et alors là, bon, ce qu'on apprend dans ce bouquin, c'est que votre mari, Pierre Boton, vit une aventure, il vous cocufie, hein, il vit une aventure avec la fille d'un personnage important de la République, dont vous citez le nom dans votre bouquin. Et là, vous êtes désespéré, évidemment, c'est tragique pour vous, et vous écrivez 3 pages sur un agenda, 3 pages qui seront produites par votre père. Vous l'écrivez dans un moment de déprime, et c'est tout le cœur de l'affaire. Ces pages que vous écrivez dans ce moment comme ça d'abandon seront produites par votre père à la barre pour sa défense, en fait. Oui, pour essayer de s'en tirer. Ouais. Alors, votre mari, ben, il a des ennuis, Pierre Boton, il se retrouve en prison, en garde à vue, hein, et puis après en prison. Vous appelez votre père pour lui dire « Attends, tu peux pas laisser Pierre, mon mari, ton ancien collaborateur, en prison. » Et vous découvrez en fait qu'il n'a aucune envie de le défendre. Il vous dit « La police possède des éléments, voilà, très vagues. Il a fait des conneries, donc excuse-moi, mais plus personne ne peut rien pour lui. » Il vous demande même de vous séparer de votre mari. Oui, je crois que mon père a eu dans toute cette histoire une attitude purement égoïste. Il a essayé de, si vous voulez, me récupérer effectivement à un moment qui était important pour lui. Ouais. Il a souhaité faire ce que je raconte, il a souhaité faire un Noël en 1992 pour les enfants, puisque j'ai 2 enfants. Et donc il m'a demandé de venir et de participer à un Noël. J'y suis allée. Et mon père a souhaité me parler, donc je l'ai vu et il m'a demandé de divorcer. Ouais. Et donc je suis partie avec mes enfants. Voilà. Et là, je n'ai plus entendu parler de mon père. Votre père, Michel Noir, à ce moment-là, commence à accuser Boton. Il dit, en fait, si j'ai eu des relations avec lui, c'est uniquement parce qu'il était mon gendre. L'appartement de la rue de Solferino, en fait, il n'était pas pour moi, même si Boton le payait, mais il était pour ma fille, donc pour vous. À ce moment-là, Boton remet au juge cette fameuse reconnaissance de dette. Et en fait, en disant, et c'est là le cœur de l'affaire, il dit en fait, je n'ai signé ce papier que parce que Boton me menaçait de quitter ma fille, et elle se serait alors suicidée. Et pour prouver ses dires, il produit, et c'est bien tout l'objet de votre bouquin, il produit ces 3 pages que vous aviez écrit, comme je l'ai dit, dans un moment d'abattement, en découvrant que vous étiez cocu. Même le juge est choqué quand votre père sort ses... Ah mais je crois que tout le monde a été choqué. Ouais. Je crois que c'est un acte qui est inqualifiable. On ne fait pas ça, si vous voulez. Je pense que le rôle d'un père, c'est quand même de protéger ses enfants. On ne met pas des enfants au monde pour s'en servir comme bouclier.
Et je pense que c'est ce que mon père a fait. Ouais. Il a sacrifié sa fille pour essayer de s'en sortir, alors qu'en face de lui, il y avait toutes les preuves. Ouais. Et si vous voulez... C'est-à-dire que le dos au mur, oui. En plus, dans cette histoire, enfin, je veux dire, c'était 2 lettres, et, Ouais. et je veux dire, il a lu que ce qui l'arrangeait. Ouais. Donc, c'est un petit peu... C'est-à-dire que, en fait, le dos au mur, pour se défendre, pour assurer sa défense, le dos au mur, il finit par produire ces lettres. Alors, en plus, ce qui est horrible, c'est que c'est des documents que vous aviez confiés à votre grand-père. Votre grand-père, bon, était vieux, était malade, et un jour, il vous appelle, il dit, écoute, tu devrais venir récupérer tes papiers. Et vous découvrez à ce moment-là que votre propre mère avait soustrait ces pages de l'agenda à votre grand-père, donc elle les avait évidemment... Elle les avait donnés à votre père pour qu'il les utilise dans son procès. Alors, il y a un truc qui est bizarre dans votre bouquin, c'est que vous semblez plus en vouloir à votre père qu'à votre mère. Parce que quand on lit le bouquin, c'est quand même votre mère qui est allée voler ces lettres chez votre grand-père. Ah, c'est ma mère qui totalement a pris ces documents, ça Ouais. c'est clair. Mais si vous voulez, vous savez, entreprendre quelque chose et avoir une utilisation telle, il y a une différence. Je dis, il pouvait très bien les prendre et puis pas les utiliser. Ouais. Surtout que c'était quelque chose qui avait été écrit à un autre moment. Oui, vous étiez dans l'avion, voilà. Qui avait été vous écrit en étiez décembre triste, 89 voilà. et qui n'avait absolument pas été écrit au moment où, soi-disant, il a été écrit le protocole à cause de cela. Ouais. Donc, si vous voulez... Alors, au tribunal, la production de ces lettres, vous vivez ça, vous, c'est normal, comme un coup de poignard. C'est-à-dire, d'un seul coup, vous voyez sortir ces lettres que vous aviez confiées à votre grand-père, vous les voyez sortir en plein prétoire. Vous comprenez bien à ce moment-là que votre père vous sacrifiait la politique et vous prenez la décision de porter plainte pour vol contre À l'époque, votre... j'avais porté plainte, oui, tout à fait. Vous savez, ce jour-là, je crois que le ciel m'est tombé sur la tête, quoi. Ça a été l'horreur. L'horreur, parce que je pensais pas que... Si vous voulez, il était capable de faire beaucoup de choses, mais je pensais pas qu'il était capable d'aller si loin. Il a quand même été capable de jouer du Tchekhov après, donc c'est un mec très décidé à faire n'importe quoi quand même. Hein. Ça, c'est... Vous Alors, pouvez juger, je ne sais pas. Il a fait de la prison, votre père, ou pas? Non. Il a été, donc, je en pense... fait, il a été acquitté de... Pas du tout. Il a été condamné à de la prison avec sursis. Et il a été condamné surtout, je pense que c'est la chose qui le touche le plus, à 5 ans d'inéligibilité. Et financièrement, une amende aussi Je crois qu'il a eu une petite amende. Oui, et donc, en fait, rien, quoi, si ce n'est l'inéligibilité pendant oui, mais 5 je pense ans. que, vous savez, je crois que c'est pour lui, c'est quelque énorme. chose qui est pire que tout. Et puis, de toute façon, je ne souhaite la prison à personne. Parce que Mais justement, votre mari Pierre Botton va en prison et là, le calvaire pour vous continue parce que ce qui est terrible, c'est vraiment un calvaire, c'est le cas de le dire. C'est-à-dire que quand vous allez le voir en prison, il vous reproche des choses. Il vous dit que vous êtes de mèche avec les autres. Enfin, c'est-à-dire, il vous dit un jour, j'ai plus confiance en toi. Oui, mais ça, je crois que, vous savez, la prison est quelque chose qui détruit tout, qui détruit tout repère, qui détruit absolument tout. Il vous croit complice des autres. Oui. Il dit qu'il va se suicider. Il a fait une tentative de suicide. Alors vous, qu'est-ce que vous faites? Vous harcelez tout le monde. Écoutez, j'ai c'est normal, comme Lucie Aubrac, Aubrac, quand elle son mari tantôt, c'est-à-dire que vous essayez de... Alors vous appelez tout bon toute la journée, vous C'est vrai découvrez... que la tôle, c'est très dur pour des gens qui sont pas prêts à y aller, quoi. Ouais. C'est plus facile que tu y vas tous les 15 jours, quand tu t'habitues, tu connais tout le monde et tout. Ouais. Mais quand tu n'es pas du tout habitué et que tu as un joli train de vie, c'est vrai que ça détruit beaucoup plus fort les gens, ça c'est sûr. Alors vous allez très loin, parce que non seulement vous harcelez les gens du RPR, etc., mais vous allez voir Chirac, à Génie-les-Bains. Alors après, on vous le reproche, il y a Bernard Ponce qui vous appelle en disant « Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu allais déranger le président de la République, mais vous êtes une femme. Vous êtes une femme qui aime, on comprend ça très bien. » Non, puis vous savez, je crois que quand quelqu'un est capable, en plein meeting électoral, devant un parterre de plusieurs milliers de personnes, quand vous êtes enceinte, de descendre de l'estrade, de vous emmener à votre voiture, de vous raccompagner, dans un moment où il a besoin de vous, finalement. Parlez de qui, là? De Jacques Chirac. Si vous voulez, moi j'étais tellement désespérée que je me suis dit, je vais aller le voir, c'est mon dernier espoir, il faut qu'il fasse quelque chose. Oui. Et si vous voulez, je ne suis pas allée le voir à l'Élysée non plus, je suis allée le voir à un endroit qui était discret, et j'ai eu une fin de recevoir. Alors que quand c'était utile, on me raccompagnait, on m'embrassait devant tout le monde, et j'étais la petite cocotte de tout le monde. Ouais. Alors là, vous partez aux États-Unis avec Pierre Botton, votre mari, mais lui, quand il revient en France, et il nous l'a raconté ici d'ailleurs,
quand il revient en France, non seulement il n'a plus le droit de sortir de France, mais en plus il n'a plus le droit de rentrer aux États-Unis. Donc il est resté en France et vous êtes là-bas. Comme on l'a dit aujourd'hui, vous n'êtes pas divorcés mais séparés. Séparés de corps. Et alors il y a une chose aussi en lisant votre livre qui est étonnante, c'est que vous semblez plus facilement pardonner à votre mari qu'à votre père. C'est pas une histoire de pardonner, vous savez, je crois que ce livre, il est vraiment entre mon père et moi, c'est tout. C'était vraiment pour essayer de faire comprendre ce que j'ai subi. Ouais. Je veux dire, je suis tombée vraiment très très bas. Ça a été terrible pour moi. Et j'essaye de remonter. Et si vous voulez, je voudrais vraiment mettre un point d'arrêt à tout cela. C'est-à-dire que je ne le laisserai pas recommencer à m'utiliser. C'est pour ça que je ne le laisserai pas revenir me chercher comme ça en m'envoyant quelqu'un. Ouais. Je veux dire, pendant des années, mon adresse a toujours été dans les procédures. Mes enfants n'ont jamais reçu de carte pour Noël, n'ont jamais reçu de cadeau de Noël depuis 1992. Marquez déjà, quand votre premier enfant naît, il vient à la clinique, et déjà vous ne le trouvez pas débordant d'amour pour l'enfant? Non, pour l'enfant, oui, c'est ça. Parce qu'il n'était même pas capable, vous savez, en campagne électorale, il avait ce terme, il appelait l'enfant quand il parlait à quelqu'un, parce que de peur de se tromper de sexe et de prénom, et je veux dire, il l'a appliqué à sa petite fille. Ouais. Juste quand elle est née, alors que c'était c'était quand même un moment de joie pour tout le monde. Bien sûr. Alors, quand votre père essaie de reprendre contact avec vous, donc par l'intermédiaire de votre sœur, vous pensez que c'est une stratégie pour les législatives de 2002, parce qu'en 2002, Michel Noir va être de nouveau éligible, donc effectivement, la question se pose. Et vous croyez pas? Vous croyez pas qu'il puisse avoir lâché la politique? Non, parce que je crois que c'est vraiment un homme politique et que la seule chose qui le fait vibrer, c'est la politique. Je pense qu'il l'a montré. Il l'a montré depuis. En plus, dans cette affaire, il a montré que c'était la politique avant tout. Alors maintenant, vous avez fait ce livre pour être sûr qu'au cas où vous voudrez continuer à se représenter, éventuellement, c'est pour bloquer sa carrière aussi, ou c'est pour se dire... Je vais vous dire, c'est vraiment pour que la vérité soit écrite noir sur blanc et qu'on ne puisse plus y revenir. Et donc, si jamais il voulait continuer, non, mais moi la question, je sais pas, je me dis la question que se posent les gens qui nous regardent en ce moment. Est-ce que vous faites ça pour qu'il continue à être inéligible jusqu'à la fin de sa vie? Donc, est-ce que c'est une revanche ou un poids ou un boulet à mettre à son pied, ou est-ce que c'est juste pour mettre un terme, comme vous le disiez tout à l'heure? Non, c'est pour mettre un terme, et si vous voulez... Moi, à sa carrière aussi. Non, pour mettre... Non. C'est pour vraiment mettre un terme, peut-être, très certainement, vous savez, tout a été lié dans cette affaire. Donc, oui, bien sûr. Mais c'est vraiment pour que moi, je puisse recommencer ma vie. C'est une thérapie pour vous. Voilà. Je veux dire, c'est ma thérapie. J'ai vu des médecins, je pense essayer absolument tous les médicaments pour essayer de me relever. Bien sûr, j'ai 2 enfants, je veux pouvoir aller de l'avant. Et si vous voulez, moi, je veux par ce livre vraiment tourner la page et montrer que je n'oublie pas. Parce que Justement. je pense que oublier, c'est accepter qu'il recommence. Mais après ce bouquin, dans un coin de votre tête, vous pensez qu'il y a un espoir de réconciliation, ou c'est vraiment... justement, est-ce qu'on peut vous éteindre la lumière chez vous et ici aussi? Alors, Anne-Valérie Noir, la seule question finalement que j'ai envie de vous poser pour terminer ce soir, est-ce que vous pardonnerez jamais à votre père? Ou est-ce que vous envisagez, à un moment quand même, le pardon ça existe sur cette terre, est-ce que vous pensez que vous le pardonnerez un jour? Je ne crois pas. Il a gâché ma vie et j'en veux plus, voilà. On rallume. Nous allons reparler de l'Afghanistan puisque nous recevons maintenant Latifa, auteur de Visage volé, avoir 20 ans à Kaboul. S'il vous plaît. Latifa, bonsoir. Shekeba Hachemi, bonsoir. Bonsoir. Vous allez traduire. Oui. Vous êtes la présidente de l'association Afghanistan Libre. Et je dois dire que Noël Mamère est un des seuls hommes politiques en France à avoir été présent à la manifestation en faveur des femmes afghanes le 29 septembre dernier. Voilà. Alors, donc, Latifa publie chez Anne Carrière un livre qui s'appelle Visage volé, avoir 20 ans à Kaboul, qui raconte la vie avant et après le pouvoir des talibans. Interview vérité.
Latifa, vous êtes née dans une famille aisée de Kaboul. Votre mère était gynécologue, votre père était dans l'import-export, et vous êtes la dernière de 5 enfants. Vous êtes née en 1980, ce qui veut dire que vous n'avez connu que la guerre. Alors vous dites, à force de vivre dans la guerre, nous étions devenus indifférents à la tragédie de notre pays, nous étions anesthésiés au point de ne pas voir arriver l'ultime menace, les talibans. C'est-à-dire que derrière cette guerre, il y avait quelque chose d'encore plus grave qui arrivait. Alors jusqu'à l'âge de 16 ans, et malgré le fait que votre pays soit dans la guerre, vous avez une vie assez insouciante, d'une certaine façon. تا 16 سالگی بسیار من بسیار زندگی عادی خوب خدا نرمال بسیار احساس میکردم دوستای پسر داشتم دوست دختر داشتم مجله خانواده Effectivement, jusqu'à l'âge de 16 ans, j'avais une adolescence insouciante. J'étais à quelques mois de passer mon baccalauréat. J'avais des amis garçons, filles. Et surtout, je m'étais inscrite à la faculté de journaliste pour devenir journaliste. Oui, c'est vrai qu'avant l'arrivée des talibans, vous participiez à des rencontres sportives ou des rencontres culturelles, vous parliez de mode avec vos amis, vous alliez au cinéma, vous vouliez devenir journaliste. مالمدار این چیزایی بود که بر من قبلا در رژیم‌های گذشته این موقعی بر من مساعد بود که من میتونستم امروی دوستایم قدم بزنم میتونستم موزیک بشنوم میتونستم Effectivement, ça faisait partie de ma vie avant mes 16 ans et on parlait de mode avec les amis, surtout on écoutait beaucoup de musique, la musique c'était très important pour nous. Voilà, et pendant ce temps-là, avec l'aide des Américains, avec l'aide des USA, le Pakistan venait en aide à la mise en place des talibans. معلوم دار وقتی که من اصلا هیچ احساس نمیکردم که در سیاست مداخله کنم یا داخل سیاست شم ولی پسان از اینکه من خودم افراد بیگانه را در داخل کشور ما دیدم که avant l'arrivée des talibans, je m'intéressais pas beaucoup à la politique, je dois le dire, ça me dépassait un petit peu, je m'intéressais pas, mais voir ces étrangers dans mon pays, ça m'a permis de m'intéresser un peu plus à la géopolitique et de voir ces étrangers sur notre sol et voir d'où ils venaient, ça fait encore plus mal effectivement. Alors le 27 septembre 1996, les talibans entrent dans Kaboul, les écoles sont fermées, les femmes sont humiliées, insultées, enfermées et obligées de porter ce que vous portez ce soir, c'est-à-dire le tchadri. در 27 سپتامبر دیگه معلوم دارین امی شهر کابل کاملا مثل از که یک شهر باشه که اصلا در اوجه انسان زندگی نکنه. Le 27 septembre, c'est vrai que c'était le jour qui a basculé la vie de toutes les femmes à Kaboul, toutes les jeunes filles. Et cette ville est devenue une ville en deuil du jour au lendemain. Et moi, j'étais plus la Latifa de la veille et j'ai changé en un jour, effectivement, comme toutes les jeunes filles. 27 septembre 1996. Alors, ces talibans ne sont pas tous afghans, ni même tous pachouns. Il y a des Pakistanais, il y a des Arabes. Ils ont une chose en commun, c'est d'être barbus et d'avoir une barbe qui doit mesurer la longueur de la main. معلوم دار امی افراد که خود به اصطلاح طالب میگن یا طالب نما هستن اینا چهره‌هایی دارن که اصلا از دیدنشان آدم به وحشت میاد. Oui, surtout ce qu'ils ont aussi, c'est un regard atroce et affreux qui vous brise qui vous glace le sang en un seul instant. Il suffit de croiser ce regard et je peux vous dire que vous l'oubliez plus jamais. La première chose qui vous étonne vraiment, c'est que les talibans exhibent la dépouille de l'ex-président Najibullah, qui a été lynché avant d'être pendu, et vous le voyez avec des cigarettes enfoncées dans la bouche et des billets qui dépassent de ses poches, et pour vous c'est un spectacle ignoble. بر من ایمانا را داد بر از اینکه وقتی که دکتر نجیب خودش میخواست که این حکومت بیاید شاید یک شخص شود که قابل رتبه باشه یا مقام چوکی را بگیره وقتی که او را از بین بردن. Pour moi c'était encore plus ignoble de voir ça et surtout la sauvagerie des talibans puisque le docteur Najibullah qui était le président était un pachtoun et qu'il pensait qu'avec les talibans ils allaient tous trouver un allié et le voir pendu dès le premier jour ça nous a montré à quel point ils sont capables de pire ces talibans. Et puis viennent les consignes des talibans, les décrets à respecter, l'avalanche des interdits.
Les filles et les femmes n'ont plus le droit de travailler à l'extérieur. بعد از او اینم تو قانونایش مردم بالای مردم تطبیق میشد زن چی که حتی هم مرد حق قضیه نداشت که در دوایر رسمی کار کنه و دیگه ای که Oui, les lois commençaient à venir les unes après les autres, pas seulement pour les femmes, mais aussi pour les hommes, parce que le sort des hommes n'était pas mieux non plus, parce que toute l'administration était fermée, donc les hommes non plus n'avaient pas le droit de travailler, puisqu'aucune administration ne fonctionnait, à part le ministère de la promotion de la vertu et antivice. Ouais. Alors, les femmes ne peuvent plus sortir sans être revêtues du tchadri et sans être accompagnées d'un homme. اینمی برای یک زنه که شوهر نداشته یا شوهرش از بین رفته چی در جنگ و چی به مرور زمان و Oui, alors imaginez le sort de toutes ces veuves qui depuis 18 années de guerre, parce qu'avant les talibans il y avait 18 années de guerre, qui n'avaient pas d'homme et qui n'avaient pas de mari ou pas de frère, elles avaient perdu. Imaginez le sort de ces femmes, à quel point elles se faisaient humilier. Et toutes ces femmes qui, pour exister dans la rue, pour faire une simple course, a besoin d'une présence masculine, il n'y en avait pas dans les familles de Kaboul, il n'y en avait pas dans toutes les familles de présence masculine. Alors, fini le maquillage, fini le rouge à lèvres, fini le vernis à ongles. Et si on porte du vernis à ongles, on peut avoir les doigts coupés. یکی از دوستایم که به خانه ما آمد و چند روز پیشترش من خودم دیده بودم که یک زن به خاطر بوت سفیدش لطه کوب میکرد. Oui, ça c'était une des histoires rapportées par une de mes amies proches. Elle avait vu justement les doigts coupés de cette femme. Et moi, je vous raconte l'anecdote de cette femme avec ses chaussures blanches. Oui, la première fois que je suis sortie dans la rue et ce qui m'a décidé de ne plus sortir à partir de ce jour-là, c'était de rencontrer cette femme dans la rue qui se faisait frapper par ses fouets remplis de plomb aux pieds parce qu'elle portait des chaussures blanches qui étaient la même couleur que la couleur des drapeaux des talibans et qu'il fallait que ça devienne rouge comme avec la couleur de son sang. Aucun médecin homme ne doit toucher le corps d'une femme et comme les femmes ne peuvent plus travailler, elles ne sont plus soignées, donc elles meurent. اگه یک موضوع جریان یعنی عمل میشد که دکتر مرد میتونست یک زن تداوی کنه، من هیچ وقت به پاکستان نمیرفتم به خاطر تداوی خود و معلوم دار زن هستن که aucun médecin ne pouvait toucher les femmes et moi-même c'est un exemple pour me faire soigner. J'ai dû quitter Kaboul pour partir à Peshawar au Pakistan pour me faire soigner parce que le médecin n'avait pas le droit de me toucher ou me soigner. Interdit d'écouter de la musique, interdit de faire des photos. معلوم دار وقتی که دایت یک شهر که تا آدمای وحشی بیایه موزیک خو بیخی موضوعش دور است و خو هیچ اجازه نمیتن. ولی la musique a été interdite dès le début, ce qui nous a le plus touché nous les jeunes parce que ça faisait partie de notre vie quotidienne. Mais malgré ça, on avait quand même notre résistance, c'était d'écouter de la musique clandestine et d'avoir des cassettes et à l'intérieur de la maison, la peur au ventre, on écoutait quand même la musique. Alors les non-musulmans sont obligés de revêtir des vêtements jaunes, ce qui rappelle ici de bons souvenirs. Interdit de vendre des sous-vêtements féminins. Oui, ces objets étaient considérés comme des objets profanes. Ouais. Et alors le plus étonnant, pourquoi interdit de siffler et de posséder des bouilloires sifflantes? C'est ce que ça rappelait les sons musicaux et pour eux c'était la voix du Satan. Interdit de posséder des chiens ou des oiseaux et vous êtes obligé de dire adieu à votre chien Bingo. Oui, non seulement on a dû se séparer de nos animaux, mais sachez que le sort de beaucoup d'entre nous était bien pire que ces animaux dont on était obligé de se séparer. Voilà, et puis il y a le tchadri, donc avant les talibans, quand vous voyez des femmes revêtues du tchadri, vous les appeliez les bouteilles, vous les appeliez les choux-fleurs à l'envers, vous les appeliez les sacs à provisions. معلوم دار ما خودم اونا رو هر چیز مچی که دوستای من میگی کسایی بودن که اصلا به فکرشون هم نمیرسید که یک وقت سر خودشون تو یک گپ Oui, quand je pense qu'on se moquait de ces femmes, ces pauvres femmes, avec mes amis, pas seulement moi mais mes amis, jamais on était loin de se douter qu'un jour on serait nous-mêmes des choux-fleurs. Ouais. Alors au début, vous restez chez vous
Et puis, vous ne voulez pas sortir revêtu du tchadri à Kaboul. Et puis un jour, devant l'insistance d'une amie, vous essayez et vous dites, ce n'est pas un vêtement, c'est une prison. حالا دیگه مچی که تعداد زیاد از دخترای افغان هستن که تا که به یک چیز سخت ضرورت پیدا نکنن از خانه نمیبرن، به خاطر از اینکه نمیخواین برای بار دوم. Je suis pas la seule quand je discute avec toutes ces jeunes filles. Beaucoup de jeunes filles, pas les femmes âgées, mais surtout les jeunes filles, il faut vraiment qu'on attende une excuse pour se faire soigner ou une vraie excuse pour sortir de la maison, parce qu'on se dit sortir d'une prison dans une autre, au moins dans la nôtre à l'intérieur, on n'est pas obligé de venir nous frapper, humilier, alors qu'avec notre prison, le Tchadri, on n'est pas à l'abri de l'humiliation. 4 mois donc après l'arrivée des talibans, vous sortez enfin. Et vous dites, pourtant, ce qui prouve votre état d'esprit, vous dites, si mon futur mari me demandait de porter un foulard ou un tchador hors de la maison, j'accepterais sans problème. معلوم دار ای چون ما مسلمان می باشیم فرض بر ما که باید چادر در سر داشته باشیم. Je portais déjà le tchador quand je faisais ma prière dans mon coin, donc effectivement je suis une musulmane et croyante pratiquante, mais nous devons partager le même point de vue et savoir pourquoi je le porte, et pour rien au monde je perdrai aucune autre de mes libertés. Et puis il y a les viols. Un jour, 3 jeunes filles arrivent chez vous pour être soignées par votre mère d'une façon clandestine. Et vous découvrez à ce moment-là qu'elles ont été victimes non seulement de viols, mais de mutilations. این دیگه جنایت بود که روز دیگه من شاهد از این صحنه بودم که واقعا یک زن به این وحشت به این قسم زجر کسی اذیت نمیکنه، اتر آزار نمیده. J'ai jamais vu effectivement qu'on était capable, qu'on pouvait, un être humain, un homme pouvait être capable de traiter avec autant de violence et de haine une femme. C'est quelque chose, je vous assure, qui est inimaginable. Tant qu'on ne le voit pas avec ses yeux, on ne peut pas imaginer qu'un homme peut faire autant de mal à une femme gratuitement. Pendant ce temps, le ministre de la Santé des talibans est reçu à Paris, dans le pays des droits de l'homme. Et quand vous apprenez ça, quelle est votre réaction? ما چون امروزه گوش و هوش حواس ما دیگه حال طرف رادیو بود، یگانه دوست ما دیگه رادیو بود، امی امواج خارجی بود که ما خبرهای افغانی را گوش میکردیم. La radio clandestine à cette époque-là, donc c'était notre seule occupation aussi d'écouter cette radio, de chercher les informations. Je vous raconte pas la tristesse des gens à Kaboul de voir cette propagande faite par les talibans. De voir ce représentant taliban qui était reçu dans un pays européen, qui plus est le pays de la démocratie et des droits de l'homme. Je peux vous dire qu'ils ont fait de la propagande pour nous dire qu'ils ont été reconnus ici. Et là, vous quittez l'Afghanistan avec votre père, votre mère et une amie. Une fatwa est lancée contre vous. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez peur de cette fatwa? ما به خاطر خود قدر ترس ندارم که به خاطر امو زنایی که امرای ما همکاری کرده بودن و به من می مشوره رو داده بودن که من امرای مادر j'ai moins peur pour moi, j'ai plus peur pour toutes ces femmes qui m'ont choisi pour venir porter leur message ici et qui sont aujourd'hui là-bas et dont j'ai aucune nouvelle, je ne sais pas ce qu'elles deviennent. C'est pour elles que j'ai le plus peur parce que c'est elles qui sont en danger. Latifa, aujourd'hui des gens en France vous regardent, des gens à l'étranger vous regardent, dans beaucoup de pays du monde. Qu'avez-vous à dire aux gens qui vous regardent? ما میخوایم برای تمام جهانیانی احوال ما برسانم که به خاطر یک زن افغان خود شور بتن اقسم خاموشانه شیشتن. Je voudrais leur dire que jusqu'à quand ce silence, cette indifférence contre la femme afghane qui aujourd'hui souffre là-bas. آخر زن افغان خود از طبقه اوناس از طبقه خودتان است. اگر فردا روز سر خودتان همی گپ شود آیا امکان داره ما خاموش بشینیم؟ La femme afghane c'est une femme aussi comme n'importe quelle femme dans le monde. Si un jour ce sort vous touche, ça m'étonnerait que vous acceptiez ce sort-là et je pense que vous serez bien contente quand soit toutes les femmes dans le monde viennent vous aider. بس از دیگه افغانستان بسیار بمبار شد، بسیار افغانستان زخمی شده دیگه، آل بعد تداوی ضرورت داره و مرهم ضرورت داره. بیایید آباد بکنیم شهر. Ça fait longtemps, ça fait trop longtemps aujourd'hui, l'Afghanistan et les Afghans, surtout les Afghans, ont besoin qu'on pense ces blessures. On rallume.
Si quelqu'un veut poser des questions à Latifa, Noël, Elisabeth, Philippe, Orlando, Tito. C'est absolument terrifiant et moi je veux dire, on peut que vous exprimer notre respect, notre solidarité, vous demander ce que nous pouvons faire, nous, citoyens, pour vous aider. Aujourd'hui, nous avons besoin d'éducation, c'est la base même de ce dont nous voulons aujourd'hui en Afghanistan. Aidez-nous à avoir la paix dans notre pays pour qu'on puisse reconstruire déjà. Aujourd'hui, nous avons des zones libres en Afghanistan. Vous pouvez très bien les aider depuis des années déjà. Vous pouvez aider ces zones-là. C'est aussi un combat comme un autre. Je voudrais poser des questions à Latifa. Oui. D'abord, je ne comprends pas comment vous avez pu en arriver là. C'est une question cruelle peut-être, mais la femme a toujours eu au sein de la société un pouvoir, même si c'était un pouvoir caché. Il y a un pouvoir sur les maris, il y a un pouvoir sur les frères, il y a un pouvoir sur les fils. Elle donne la vie. Donc elle est quand même l'intermédiaire absolument indispensable d'une société. Comment se peut-il qu'un tel pouvoir qui est l'entérination de la lutte entre les sexes, dans le sens le plus barbare, puisse s'être installé? Voilà ma question. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je me rappelle que quand les talibans sont arrivés au pouvoir en Afghanistan, il y avait déjà 18 années de guerre derrière ce peuple. Donc il y avait déjà 18 années de guerre derrière ce peuple, donc le peuple a été détruit avec l'invasion soviétique, et quand ils sont arrivés, il y avait déjà un peuple détruit. Et les talibans, pour la plupart, sont des jeunes prélevés tout petits, et qui sont élevés dans des madrasas, en dehors de tout amour maternel, en dehors de toute présence féminine, et qui ne savent absolument pas ce que veut dire l'amour et la chaleur d'une famille. Donc forcément, c'est là où on fabrique cette haine chez ces hommes. Bien. Est-ce que les hommes qui ne sont pas des talibans ne se sont pas révoltés contre cet état de fait? Parce que quand même, ce sont leurs femmes et ils défendent et ils aiment leurs femmes. Les hommes et les femmes se révoltent tous les jours contre les talibans. Et ne serait-ce qu'on est quand même aujourd'hui, au bout de 5 semaines, une armée comme l'armée américaine n'arrive pas à toucher les talibans. Nous, ça fait 7 ans qu'on se bat contre les talibans et contre le terrorisme. Et nous avons quand même des zones libres où il y a 5 millions de personnes qui habitent. Et on continue à construire des écoles, des hôpitaux et à donner du travail aux femmes. Et ça veut bien dire qu'on a réussi là où aujourd'hui les plus grandes armées du monde échouent. Mais alors, s'il vous plaît, comment vous expliquez alors cette haine des hommes talibans vis-à-vis des femmes? Parce que s'ils détruisent toutes les femmes, mais comment ils vont se procréer? Comment ils vont continuer leur dynastie? Le but, c'est pas du tout... c'est une machination les talibans, c'est les Pakistanais aujourd'hui qui sont reçus par le Quai d'Orsay. Ce sont aussi les Arabes d'Arabie Saoudite et les Émirats, puisque c'est les 3 pays qui reconnaissent le régime des talibans où ils ont leur ambassade aujourd'hui. Et le but, c'est pas c'est pas de procréer ou quoi que ce soit. Le but, c'est de reprendre le territoire afghan. Donc, la meilleure façon de détruire une nation, c'est de détruire sa femme. Donc, par la destruction de la femme afghane, on détruit la nation afghane et on a le territoire libre d'Afghanistan qui est quand même l'objet de convoitise depuis des centaines et des milliers d'années. Chekeba, dernière question. Les Français se demandent ce qu'il faut faire. Ils se demandent s'il faut soutenir les Américains. Ils se demandent s'il y a d'autres moyens d'action. Vous qui êtes afghane et qui militez pour un Afghanistan libre et démocratique, que nous conseillez-vous? C'est très simple, il faut déjà une pression, il faut arrêter de jouer avec les gens en recevant celui dont les Afghans demandent aujourd'hui qu'il soit devant le tribunal international, c'est le Pakistan et le président Musharraf. Aujourd'hui, il est reçu comme un de nos meilleurs amis, comme c'était le cas il y a quelques mois pour les talibans. Donc ça, c'est insupportable pour les Afghans. Ça ne peut pas passer, alors que les Afghans en Afghanistan la semaine dernière me demandaient « Tu vas faire quelque chose là-bas pour leur dire qu'il faut mettre le Pakistan devant le tribunal international ». Aujourd'hui, il est ici au Quai d'Orsay, donc je me sens un peu faible. Et de l'autre côté, il faut faire de l'humanitaire dans les zones où les gens sont en train de mourir, avec le froid qui approche. Dans les zones où souvent c'est pas très facile d'accès pour les ONG, donc il faut y aller, mais surtout il faut aider les zones libres dans les projets de développement. Il faut faire en sorte que ces gens continuent dans leur élan d'espoir et qu'ils continuent à être opérationnels le jour où le pays est libre. Ces femmes continuent à être opérationnelles le jour où ce pays est libre. Je suis allée dans un camp de réfugiés, une femme qui me regarde dans les yeux me dit « J'ai perdu mon mari, mon frère, mais tu pourras faire quelque chose pour la petite pour qu'elle aille à l'école ». Donc ça veut dire qu'elle continue à croire, nous ici on n'a pas le droit de les abandonner.
Est-ce que ça veut dire qu'il faut soutenir les Américains alors? Parce que leur but c'est de... C'est ça que je pose la question. Puisque leur but c'est de détruire les talibans, alors faut-il soutenir les Américains? Quelle est l'opinion d'une Afghane? Je pense que l'opinion d'une Afghane et des Afghans, c'est que l'Europe puisse enfin trouver une identité et que ne suivent pas les Américains aveuglément. Et c'est les Afghans, ils attendent beaucoup plus des Européens et des Français aujourd'hui. Depuis toujours, on a dit les Français ont idéalisé Massoud et tout le monde pense que la France a beaucoup aidé Massoud, ce qui n'est pas le cas, ce qui n'est pas vrai. Comme vous avez très bien dit, Monsieur Mamère, dans un article, que 3 mois après sa réception ici, rien n'avait bougé pour l'Alliance. Donc on l'a dit pendant des années, on a été victime de notre grand amour avec la France, mais c'est pas pour autant que la France nous a aidés. Merci. Le problème, c'est que je ne suis pas plus sévère avec le public de cette émission qu'avec mes enfants. Et on voit bien, on voit bien que je ne les tiens pas du tout, quoi. Bon. Alors, votre bouquin, très intéressant, fait beaucoup de bruit. Vous montrez que Oussama Ben Laden n'est que officiellement en rupture avec l'Arabie saoudite. Et vous dites, en parlant de Ben Laden, qu'il en incarne plus la face cachée. C'est vrai, ça fait à peu près 30 ans que l'Arabie saoudite cache son jeu, et je dirais qu'on ferme les yeux en même temps sur cette face cachée de l'Arabie saoudite qui sponsorise, qui finance par son establishment, je dirais, financier, bancaire, le fondamentalisme, et en particulier Ben Laden depuis le début des années 80. Ouais. Alors, ça vous fait marrer, vous, c'est l'histoire des demi-frères. Quand on dit Ben Laden, il a des demi-frères. Oui, dans un pays où il y a la polygamie, et Guillaume, dans un pays où il y a la polygamie, il ne peut pas y avoir de demi-frères. Oui, c'est vrai qu'en Arabie Saoudite, quand un homme comme Sheikh Mohammed bin Laden, le père d'Osama, a 52 enfants avec plusieurs femmes, c'est une tribu, c'est un clan. Et naturellement, on n'est pas demi-frères, on est membre du même clan, c'est pas pareil. Mais il faut comprendre avec la psychologie, la situation de là-bas. Pour vous, Ben Laden, c'est ni un fou ni un traître par rapport à l'Arabie saoudite? Non, bien sûr. On le dit d'ailleurs, c'est le produit de son pays, le produit à la fois religieux, bien sûr, le fondamentalisme, et puis le produit financier. Ben Laden, c'est un homme d'affaires. Un homme d'affaires qui a bien réussi, qui négociait au début des années 80, qui a été désigné par le patron des services de renseignement saoudiens comme représentant de l'Arabie saoudite en Afghanistan pour aller sur le front, pour recruter des combattants, et puis qui plus tard a pu, à partir de l'Arabie saoudite, faire ses affaires toujours, mais à ce moment-là dans un dessein terroriste, bien sûr. Alors votre livre, c'est la première tentative d'explication, disons, cohérente de ce qui s'est passé, parce que jusque-là, on a vu des choses, on n'a pas très bien compris ce qui se passait. Pour vous, tout s'explique par le contrôle des matières premières, à commencer bien entendu par le pétrole. Aujourd'hui, en dehors du golfe Persique, les principales réserves sont en Asie centrale. Et oui, c'est vrai que le Kazakhstan a été surnommé assez tôt et par les compagnies pétrolières américaines, the New Koweït, le nouveau Koweït, enfin ça en dit long. Alors j'explique à nos amis téléspectateurs, donc il y a évidemment le golfe Persique qui produit du pétrole, il y a un deuxième endroit où il y a beaucoup de pétrole, c'est l'Asie centrale. Pour acheminer ce pétrole d'Asie centrale jusqu'à la mer, pour venir le prendre avec des tankers, ben, effectivement il faut faire un pipeline, un gazoduc, un oléoduc, voilà. Traverse l'Afghanistan. D'où l'importance de l'Afghanistan. On comprend d'un seul coup pourquoi ce pays, contrairement au pays dont vous parliez, Bernard-Henri Lévy, dont on ne parle pas, celui-là intéresse les gens, parce que c'est celui par où doit transiter le pétrole qui vient d'Asie centrale. Et alors, l'Arabie saoudite et les USA, il y a une espèce de concurrence comme ça pour contrôler l'Afghanistan. Oui, si vous voulez, le pétrole nous aveugle en Afghanistan, et effectivement l'Occident a besoin d'un régime fort. Le régime des talibans qui est en place, elle s'en accommode et effectivement elle ferme les yeux sur la tyrannie de ce régime. Et puis elle nous aveugle également en Arabie saoudite puisqu'on ferme les yeux sur le soutien qu'apporte l'establishment de l'Arabie saoudite
aux terroristes. C'est très clair. Alors donc les Américains, quand Bush a été élu avec le soutien du lobby pétrolier, puisque vous expliquez tout ça, Dick Cheney, Candy Rice et puis d'autres, viennent des sociétés pétrolières. C'est des gens qui travaillaient dans le pétrole. Et on sait bien que Bush a été élu à l'aide de ce lobby pétrolier. Oui, c'est public, oui. Ouais. Alors, ils entament des négociations dès qu'ils arrivent, contrairement à Clinton, qui les avait arrêtés. Ils entament des négociations avec les talibans. Ils disent, vous nous livrez Ben Laden, vous participez, les talibans, vous nous livrez Ben Laden, vous participez à un gouvernement élargi, qu'on discute au cours d'une loya jirga avec toute l'Assemblée des peuples afghans, et puis au-dessus de ça, on met le roi Zahir Shah, voilà. Donc les Américains sont en train de... Puis on vous aide, on file du pognon, quoi. Donc les Américains ont commencé par négocier avec les talibans. La seule chose qu'ils voulaient, c'est Ben Laden qui avait commis des attentats contre le bateau USS Cole, etc. Oui. On dit aux talibans, rendez-nous une partie de votre pouvoir, on va y mettre Zahir Shah avec qui on discute depuis le 16 mai 2001. Oui. Et s'il vous plaît, donnez-nous aussi Osama Bin Laden, qui est ce chef qui est tellement proche de Mollah Omar. Et finalement, c'est terrible parce qu'on négocie avec des fondamentalistes, on négocie comme on négocierait avec finalement un pays riche, en leur promettant de l'or contre des concessions politiques. Eux, ils s'en fichent d'être à l'ONU. Ce qu'ils veulent, c'est imposer l'émirat islamique d'Afghanistan. Et donc, on négocie avec le diable et peut-être perd-on. Voilà, alors, les Américains négocient bien avant le 11 septembre 2001 avec donc les talibans, en leur disant c'est soit un tapis d'or, soit un tapis de bombe. C'est-à-dire, soit on vous couvre d'or, on vous laisse au gouvernement, on trouve une solution et on fait passer notre pipeline qui vient d'Asie centrale, soit on vous bombarde. Voilà. C'est une phrase qui a été prononcée par Tom Simons, donc qui était le représentant de la diplomatie américaine dans les dernières négociations, et ça ne manque pas de piquant parce qu'après-demain, lundi, se déroulera à Berlin une première réunion de négociation sur l'Afghanistan, et c'est précisément à Berlin le 17 juillet qu'elles ont achoppé et que Tom Simons a dit ce sera un tapis d'or ou un tapis de bombe. Voilà. Alors, évidemment, ces négociations qui sont entamées par les Américains avec les talibans font que le gouvernement américain relâche un peu la pression sur la lutte antiterroriste. Et c'est rassurant d'une certaine façon, parce que quand il y a eu l'histoire du World Trade Center, tout le monde s'est dit, bon, ils sont pas très forts les services secrets américains. Et quand on lit votre bouquin, on apprend qu'en fait, ils ont un peu relâché la pression. Et vous parlez d'un type qui s'appelle John O'Neill du FBI, qui a démissionné. Parce qu'il a dit au gouvernement américain, vous vous occupez pas assez de la lutte antiterroriste, moi je démissionne. Le drame de l'affaire, c'est que ce John O'Neill est devenu responsable de la sécurité pour le World Trade Center et qu'il est mort. Ironie de l'histoire, ironie du sort, il est mort le 11 septembre 2001 dans les ruines, dans les cendres du World Trade Center. C'est la conséquence logique, je dirais, cet aveuglement à l'étranger qui se retourne contre nous, qui devient un aveuglement interne finalement. La diplomatie américaine se dit on ne peut pas à la fois s'accommoder de ces régimes et discuter avec eux, et puis effectivement laisser faire des enquêteurs du FBI, aller dans ces différents pays pour mettre en cause précisément ces réseaux et ces pays. Et c'est pour ça qu'effectivement, malheureusement, le gouvernement américain freine les enquêtes du FBI. Voilà. Et celle de John O'Neill. Ces négociations n'aboutissent pas, les négociations entre les Américains et les talibans, qui auraient donc réglé le problème du pipeline, n'aboutissent pas. Et Ben Laden sait que comme c'est pas le tapis d'or, ça va être le tapis de bombe. Donc il se dit, je vais frapper le premier. On le dit aux talibans, effectivement. On le dit aux talibans. Le représentant américain en négociation le dit clairement aux talibans. Et donc Ben Laden frappe le premier, le 11 septembre. En août, les talibans sont acculés, effectivement. Voilà. Tout s'enchaîne assez bien parce que les Américains, donc la négociation des Américains avec les talibans achoppe. Ben Laden fait son attentat du 11 septembre. Et maintenant, les Américains ont de bonnes raisons, évidemment, d'aller bombarder l'Afghanistan. On ouvre les yeux. Voilà, on ouvre les yeux sur le régime taliban. Contrôle. Et on peut imaginer qu'à l'issue de ce qui se passe actuellement, s'ils arrivent à contrôler peu ou prou le régime afghan, ils pourront construire ce fameux pipeline qui ira d'Asie centrale jusqu'à la mer et donc l'acheminer en Occident. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'est tous fait avoir par la propagande américaine? Non. Ça c'est une opinion qui vous est personnelle. Attendez, des pros et des anti-américains. Le 11 septembre, le 12, on nous a dit voilà c'est terrible, tout le monde avait l'air très étonné, tout ça. Quand on lit votre bouquin, et qu'on lui fait confiance en tous les cas, on se dit que finalement, voilà, tout ça n'était pas si surprenant. C'est l'hypocrisie. Il avait quand même. Il ne devait pas être aussi surpris que ça, je veux dire. Voilà. Non, bien sûr. Non, c'est ce qui est terrifiant. Mais quand on dit que c'est pas uniquement, il ne s'agit pas d'accuser les Américains. D'abord, c'est pas tous les Américains, c'est des intérêts américains qui ont pu jouer un rôle
qui a eu des conséquences gravissimes, mais tous les autres pays étaient d'accord. Enfin, n'oubliez pas qu'on décrit également la réaction du ministre français des Affaires étrangères, Hubert Védrine, 17 juillet 2001, qui dit, et donc à l'issue de cette fameuse réunion de Berlin, qui dit, bon, ben, c'est vrai que ça se passe pas, ces négociations se déroulent mal, revenons voir le roi afghan. Et c'est vrai que quand le 17 juillet on voit ce communiqué, on dit mais de quel roi nous parle-t-on? Et effectivement, c'est après qu'on comprend que donc les Français étaient également aux prises, mais les Français comme les Britanniques comme d'autres suivaient ces négociations. C'était les petits qui suivaient, mais c'est le bloc industrialisé qui avance avec ses intérêts. Le principal financier de Ben Laden, on le sait aujourd'hui, c'est le premier banquier saoudien, Khalid Ben Mahfouz. Il se trouve que Khalid Ben Mahfouz est connu des Américains depuis longtemps et surtout du clan Bush. Pourquoi? Parce qu'il a permis à la famille Bush, au père et au fils, de monter leurs affaires pétrolières au Texas. Il les a financées à la fin des années 70 et au milieu des années 80, alors que précisément le père était président des États-Unis. C'est terrible, voilà, donc on est au milieu de ce double jeu, de ce double langage, mais qui est géré une conséquence logique de cette histoire. On s'est aveuglé pendant tant d'années face à tous ces problèmes-là. Bernard, le raisonnement qui vient de nous être tenu laisse supposer que Ben Laden aurait préparé son attentat il y a 3 semaines avant le 11 septembre. Or, nous savons qu'un attentat comme celui-là, il y a eu d'autres investigations que les vôtres qui ont été faites et qui indiquent qu'il a fallu des mois, peut-être des années, pour former les kamikazes, pour les former technologiquement, les former moralement, mentalement. C'est un travail de très longue haleine. Donc moi je pense en effet que la diplomatie américaine soit immorale, qu'elle ait commis des erreurs, les Occidentaux, moi je suis le premier à le dire, moi j'étais le premier à protester lorsque au mois d'avril ou de mai dernier, Chirac et Jospin par exemple, de manière à mon avis déshonorante, ont refusé de recevoir le commandant Massoud. Et ils ont refusé de recevoir le commandant Massoud probablement parce qu'ils avaient des bonnes raisons politiques, peut-être du genre de celles dont vous parlez, de le faire. Néanmoins, je dis que ça suffit pas, parce qu'il ne faut pas non plus faire l'impasse, par exemple, sur la dimension fanatique, religieuse, hors de toute rationalité économique et politique de Ben Laden. Je crois que quel que soit le lobby pétrolier, quelle que soit l'attitude de Bush, Ben Laden est quelqu'un qui de toute façon est animé par une espèce de haine nihiliste de l'Occident. Jean-Charles. On a voulu s'écarter précisément du schéma qui consiste à faire une thèse ou formuler des hypothèses sur cette situation qui est très complexe précisément. On a voulu se documenter le plus possible avant de parler, avant d'écrire. Ça c'est bien. Et c'est ce qu'on a fait. Et c'est ce qu'on a fait. Et lorsqu'effectivement on enquête sur ces réseaux et qu'on voit bien qu'effectivement il y a un mouvement, si vous voulez, circulaire et qu'on retrouve au centre de ce cercle effectivement l'Arabie Saoudite, les intérêts pétroliers, des grands princes saoudiens qui sont au cœur du financement de Ben Laden quand même. Il y a une cohérence à tout ça. Il y a une cohérence à tout ça. Bien, leur explication, c'est par le pétrole de l'Asie centrale, qui est quelque chose dont on ne nous parle pas tous les jours à la télévision. Oui, ça c'est évident que ça doit avoir une incidence. J'en veux pour preuve une déclaration conjointe de la Russie et de l'Iran il y a quelques jours, en pleine guerre, alors que les canons tonnent encore, demandant la convocation d'un sommet pétrolier dans la Caspienne, une sorte de Yalta où on se partagerait finalement le gâteau. Voilà. Et les Russes, que font les Russes là-dedans? Ils s'apprêtent à matraquer les Tchétchènes. Pour l'instant, qu'est-ce que font les Russes? Réponse, ils s'apprêtent à matraquer les Tchétchènes. Alors là, avec un blanc-seing absolu. Ça faisait partie du deal. On vous soutient sur Ben Laden. Et vous ne nous cassez pas les bonbons sur les Tchétchènes. Alors pour être plus précis, les Russes, ces derniers jours, ont surtout financé le carburant des Tadjiks pour qu'ils arrivent plus tôt dans Kaboul, et donc pour inverser les plans, enfin en tout cas pour chambouler les plans de l'administration essentiellement américaine et de l'ONU sur la façon dont on allait gérer l'après-Taliban. Interview vérité. Alors Gérard Bourgoin, vous êtes né en 1939 à Auxerre, votre père était boucher, votre grand-père aussi, et pourtant, suite à un accident, vous avez le dégoût du sang, parce qu'à l'âge de 5 ans, vous étiez renversé par une traction avant, conduite par les Allemands, et depuis, vous avez du mal. La viande crue, le sang depuis. J'aime beaucoup la viande, j'écoute beaucoup de viande, mais je l'aime pas crue, voilà. Voilà, c'est ça. Alors à l'école, vous étiez pas très bon en orthographe. Voilà. Nul, même à chier. Ouais. Non, mais excellent en calcul. Ça, c'est vrai. Excellent en calcul. Vous avez eu votre certificat d'études à 14 ans, et ensuite vous avez poursuivi vos études jusqu'en seconde. Ensuite, vous avez fait un CAP de comptable, et vous êtes devenu, comme votre père et votre grand-père, boucher, en commençant par être commis boucher. Voilà.
Alors, après l'armée, là, on voit déjà que vous êtes un mec malin. Après l'armée, vous faites le tour de tous les patrons bouchers parisiens et vous proposez de travailler à l'œil pour eux, mais en même temps, vous leur piquez à chacun leur meilleure idée. Pour apprendre. Pour apprendre. Hein, ouais. Ensuite, vous travaillez dans la boucherie familiale, et alors là, toujours assez malin, vous mettez à concocter des recettes que vous piquez à votre mère, hein, par exemple la rillette de lapin en Chablis, là, hein, c'est un truc de votre maman, ça. Oui. Et alors, vous allez les vendre dans la région, avec une camionnette. Petite camionnette, une petite 2 chevaux, oui, vous savez plein de choses, je vois que vous avez bien travaillé, ça fait plaisir de voir que les gens travaillent. Merci, c'est ce qui se passe dans ces cas-là. De notre galaxie. Merci, merci. Bien. Alors ça marche. En 63, vous vous installez dans une ancienne ferme, un atelier de découpe de poulets, de lapins, de dindonneaux. Et bientôt, vous êtes président des établissements bourgoins. Voilà. Ça, c'est le début de votre réussite. Vous vous lancez dans la pintade, et les jours, vous rencontrez Caroline. C'est bien plus tard, Laurent. Ah, pardon. C'est bien plus tard. J'ai 15 ans d'avance. Non, avant cela, Monsieur Bourgoin ajoute... Monsieur Bourgoin... Rassure-moi, c'est pas ton rire normal. Ça ne vous pas, c'est pas que tu me les provoques. Hein? Elle est géniale. Comme roumaine, enfin comme demi-roumaine, on connaît Michel Larocque. Mais je veux dire qu'elles sont bien, les gonzesses, dans ce pays-là. Bien, Gérard, donc vous ajoutez les rôtis, les escalopes prédécoupés à votre production, et puis l'essor de la grande distribution fait le reste, parce que vous avez été, en France, un des inventeurs de ces petites barquettes qu'on trouve au rayon frais. Ils en mettent les produits de luxe au service de tout le monde, du plus grand nombre. Voilà. La démocratie, déjà. Alors, type extrêmement entreprenant, quand la vitesse est limitée, vous passez à l'avion, et puis comme après les avions, ça vous plaît pas, vous apprenez à les piloter, et puis après vous avez votre ligne aérienne à vous, qui s'appelle Chayotin Air Service. T'avais Dindonneau aussi, Airbus, qui est bien aussi. Et voilà. Et alors en 1980, vous construisez la plus grande usine d'abattage de poulets et de volailles. Et là, les clics. Poulet numéro 728 920. Poulet de Vendée. Vous connaissez ça? Élevé en plein air, 80 jours et 90 minutes. C'est des vedettes. Alors vous devenez le roi du poulet, Gérard Bourgoin, et votre ambition est de nourrir les consommateurs mondiaux du XXIe siècle. Par exemple, en 87, vous vendez 100 000 tonnes de poulet au Moyen-Orient. Fais-moi le mariole, là. Hein. 100 000 tonnes de poulet au Moyen-Orient. Moi, j'ai des posters de lui dans ma chambre. C'est vrai, non? Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est mon idole. 100 000. Vous me dites ça à moi. Parce qu'en gros, 100 000 poulets, Bourgoin. C'est une pintade. Non, tu vas faire moi le mariole. Ça fait rêver. Ça fait rêver. 43 usines. 43 usines. C'est beau. Attendez, on se calme. 5,5 milliards de francs de chiffre d'affaires. En combien de temps vous êtes arrivé à ça? Très peu de temps, finalement. En 20 ans. En 20 ans. En 20 ans et... Ça en fait du souci, des hémorroïdes. 35 ans de travail et 20 ans de patronat. Les poulets, ils touchent quelque chose dessus ou Bien sûr, il y a merci. Chez Bourgoin, il y a un intéressement. Les poulets ont des stock options. Bien, alors en 91, c'est moins drôle. Non, c'est moins drôle. Votre fils se tue en avion. Et là, comme lui, il avait déverrouillé le marché cubain, vous allez à Cuba. Et c'est comme ça que vous devenez ami avec Fidel Castro. C'est ça, Gérard? Oui, c'est ça. Voilà. Alors, ce coup de foudre que vous avez pour Cuba, vous le faites partager à vos amis, Gérard Depardieu, Patrick Poivre d'Arvor. Pourquoi ce coup de foudre pour Fidel Castro, qui est quand même un type qui est un dictateur, qui met les gens en prison? Fidel, c'est un mythe. Il est extrêmement intelligent. Il met toute son intelligence, toute sa finesse au service de son peuple. J'entendais tout à l'heure qu'on parlait de l'inégalité entre éventuellement son traitement et celui du peuple cubain. Il n'y en a pas, je peux vous le dire. J'y vais chaque 3 semaines. J'y étais encore à la fin de cette semaine, où il y avait une délégation de sénateurs français, d'une quinzaine, dirigée par Michel Charasse, et je crois qu'ils peuvent en faire le rapport exact. Il n'y a pas de bavure à ce niveau-là. D'accord, mais le côté obscur de la chose, ça t'intéresse pas du tout, toi. Ouais, mais il bouge pas pendant le jingle. Ah. Dis donc. Allez, salut. Allez, je vais te mettre les mains
mains sur la tête là. Allez. Au piqué. Excusez-moi. Donc Gérard Bourgoin, vous êtes, je l'ai dit tout à l'heure, vous avez été le roi du poulet, mais vous êtes même le Napoléon du poulet. Et un jour, comme Napoléon s'est cassé les dents sur Moscou, vous vous cassez les dents sur l'Espagne. Ça a été vraiment un problème pour vous. En 92, vous essayez de racheter une usine en Espagne, et à ce moment-là, vous avez 500 millions de pertes. Je dis toujours que les responsables d'entreprise doivent prendre des risques. Les risques doivent être calculés, et puis de temps en temps, eh bien, ils se laissent peut-être entraîner un petit peu trop la politique de l'Europe, qui peut-être m'a un peu trop vite séduit, et j'ai peut-être eu le tort de vouloir avoir raison dans les autres, puisque maintenant ça marche, et que j'ai souffert beaucoup, et que c'est pas moi qui ai souffert, mais c'est ceux qui m'ont succédé, et qui ont été amenés malheureusement à déposer les armes. Voilà. Alors en 94, les banques vous demandent de passer la main. Et c'est votre fille Corinne, 27 ans, qui prend la direction et qui fait des coupes sombres dans le budget de votre entreprise. Fin du sponsoring auto, fin du sponsoring du football, mais rien n'y fait. Les banques vous lâchent. Et vous dites vous-même, avec beaucoup d'honnêteté, d'ailleurs, vous dites j'ai fait des erreurs très graves. Oui, je découvre surtout ce qui est devenu un grand succès du cinéma, le placard, c'est-à-dire le changement du regard des autres. On vous regarde et on vous admire parce que vous êtes puissant, parce que vous êtes considéré comme riche, même si vous êtes riche de dettes, et puis d'un seul coup, les regards se détournent, et c'est là qu'on apprend vraiment à voir ce que sont les hommes et ce que sont les vrais amis. T'as pas le droit de dire ça. Nous, on te regarde, maintenant que t'es dans la merde, t'es sympa. Je suis un peu épongé quand même. Ça, c'est la vie privée, ça, on peut pas rentrer là-dedans. Pas se permettre non plus de ça. Alors vous dites justement, même quand on est riche de dettes, et c'est vrai, les causes de la catastrophe, c'est ça, c'est des fonds propres inexistants, beaucoup d'emprunts, 100 millions de frais financiers par an, et un peu comme tapis, vous avez monté un peu votre affaire avec l'argent des autres, on peut dire, non? Je crois que, si vous voulez, il y a les constructeurs, il y a les récupérateurs d'entreprises, j'ai jamais profité des affaires des autres, j'ai tout créé, j'ai tout construit, j'ai tout monté. Et j'étais très fier d'être à la tête de 7000 salariés. Ma grande fierté aujourd'hui, c'est de les avoir encore très souvent au téléphone et de les avoir beaucoup autour de moi. Et ils m'ont beaucoup aidé à passer le moment difficile. Et ils continuent à m'aider beaucoup à passer le moment difficile. C'est le commerce qui risque rien à rien, c'est obligé. T'en vas la cruche à l'eau, à la fin, elle se casse à toi. Bien alors, en 2000, dépôt de bilan, redressement judiciaire, le groupe est vendu 150 millions de francs. Il y avait quand même 1 milliard de pertes, donc finalement c'est... Ce qui me paraît le plus important, c'est de savoir que 90% des emplois ont été sauvés, et qu'aujourd'hui, les entreprises vivent, on peut dire, avec un coefficient de remplissage total, et les maires qui continuent à avoir les entreprises dans leur commune sont très fiers de continuer à avoir les taxes professionnelles, d'avoir des salariés qui chaque matin vont au travail. Alors vous avez eu plein de problèmes après, vous avez été accusé d'abus de biens sociaux, d'escroquerie, de faux bilans, vous avez été mis en examen. À cause de quoi ça? Je comprends pas. Vous savez, je crois que les banques ont toujours beaucoup de mal à digérer leur perte. Là il y avait 2 milliards. Ils ont eu beaucoup de sentiments pour prendre 1 milliard 100 millions d'intérêts. Ils ont eu pas beaucoup très peu de pudeur à tenter de vouloir démontrer qu'il y avait eu détournement de biens. Je sais exactement où j'en suis. J'avais dit dès le début que je ne craignais aucune question du juge, et je reste dans le même optique. Je fais complètement confiance à la justice française, d'ailleurs, qui me laisse vivre complètement ma quiétude totale, et qui, je dois le dire, fait très bien son travail. Oui, ce qu'il faut dire, c'est que vous avez été associé dans une affaire de pétrole à Cuba, et que vous avez été... Je dirige toujours. Vous dirigez toujours cette société, mais vous n'êtes plus actionnaire. Je suis plus actionnaire, moi je la dirige. Parce que votre associé a obtenu la saisie judiciaire de vos parts. Pas les associés, les banques. Et pas les associés qui ont récupéré le bénéfice des parts, ce sont les banquiers français. Vous êtes ruiné là. Tout à fait. Et Depardieu, il a perdu du pognon dans l'affaire du pétrole à Cuba? Ah non, on n'a pas saisi ses actions, à ce Girard. Laissez-le en paix quand même. Non, mais je vous demande. Laissez notre Astérix rêver de l'huile nouvelle. Et de toute façon, il est très très content de l'avoir arrivé. Ça abîme la garde à vue. Alors, ce qui est le plus incroyable, et vous allez nous expliquer en fait, c'est que malgré tout ça, vous êtes quand même élu président de la Ligue nationale de football. Malgré tout ce qui peut être raconté ici ou là, j'ai jamais fait aucune genre de gestion. J'ai dirigé pendant 25 ans la GIA d'Auxerre, un club qui est parti de rien et qui est aujourd'hui où il est.
pour l'amener là où elle est. Et je crois que le moment venu, comme il fallait un libéral à la tête du football, on m'a demandé de l'être, et c'est comme ça. Justement, vous êtes un libéral, vous êtes partisan de la cotation des clubs de foot en bourse. Je suis surtout partisan, si vous voulez, de respecter la loi française. La loi française a imposé aux clubs de football professionnels de se transformer en société anonyme. On ne peut pas d'un côté leur mettre l'obligation qui est liée aux sociétés anonymes et d'autre part ne pas leur mettre les droits de ces sociétés anonymes. Et parmi les droits, il y a les moyens de se financer partout, dans le privé, dans l'institutionnel et bien sûr dans l'épargne publique. Alors, cotation des clubs en bourse, fiscalité allégée, c'est normal, vous êtes un libéral. Propriété individuelle des droits. Alors évidemment, vous en pensez quoi, vous? Cette privatisation du foot et cette libéralisation du foot? Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense qu'on mélange un peu trop l'argent et le sport, mais bon, il y a sans doute des décisions qui vont être prises dans un avenir prochain, notamment pour faire payer des droits de retransmission des événements sportifs, notamment aux radios et aux radios publiques. Très franchement, je ne suis pas sûr qu'on soit sur la bonne voie. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le droit à l'information ne saurait être bafoué, qu'il est tout à fait normal que tout le monde puisse être gratuitement informé par la voie des journalistes, de presse, de radio, de télévision, des résultats des sports, de l'existence d'un match, mais à partir du moment où à travers un spectacle qui est celui du sport professionnel, on crée des journaux et on fait des journaux avec des partenaires qui sont des parrains, avec des partenaires qui sont des publicitaires, et je parle ici devant un grand homme de télévision et de médias qui sait ce que c'est que d'acheter des droits, et je crois que ceux qui achètent les droits ne doivent pas être bafoués. Donc ce que vous dites clairement, c'est si c'est pour donner les résultats, bien sûr, il n'y a pas de problème. Si c'est pour raconter le match à la radio ou raconter le match dans un journal, il faut payer. Eh bien, je crois que tout est clair. Hein, Vous en pensez quoi, Raymond? Je pense qu'il n'est pas sain quand même que tout cela soit dominé par l'argent. Voilà. Je comprends qu'un certain nombre de spectacles, on soit contraint de les payer, mais le sport est quelque chose que les Français et d'autres attendent. Et ils ont besoin, je crois, de pouvoir suivre des matchs sans être obligés de passer à la caisse. Moi, je trouve ça... ils passeront pas à la caisse, les gens qui écoutent la radio. C'est le patron de la radio. Les radios et les moyens d'information passeront à la caisse, et d'une certaine manière, il faudra bien que quelqu'un paye. Ça ne viendra pas... il y aura peut-être plus de pub. Du Saint-Esprit. Monsieur le Président, le Français paye. L'impôt est fait pour ça. Le Français paye. Ne l'oubliez pas, les chaînes publiques sont financées par l'impôt. Il faut le rappeler quand même. Donc Jean-Marie Cavada, le patron de Radio France, n'est pas content du tout, vous savez ça? Ouais, mais Jean-Marie, il a une position totalement différente lorsqu'il s'exprime dans les médias seuls que lorsqu'il est avec moi et qu'on discute de l'avenir, justement, de ces fameux droits radio. Et je dois vous dire qu'il n'y a pas d'équivoque là-dessus et que Monsieur Jean-Marie Cavada sait très bien où il en est et personnellement, je le sais également. Bien. Alors, on va revenir sur vous. Aujourd'hui, donc, vous gagnez 8 600 francs par mois, parce que vous avez beaucoup d'argent qui est saisi à la source. Heureusement, il y a la Ligue nationale de football. Vous avez un loyer qui n'est pas très cher, 25 000 francs par mois, qui est payé par la Ligue. Une 607 de fonction, plus les frais, les repas, voilà. Mais pour quelqu'un qui travaille depuis l'âge de 15 ans, et dur comme vous avez travaillé, c'est pas terrible. Non, mais je crois que, si vous voulez, après 47 ans de sécurité sociale, je vais avoir droit à ma retraite. Elle vient d'ailleurs d'être débloquée le mois dernier. Oui, parce que normalement, vous n'aviez pas droit à la retraite, parce qu'en 69, vous n'aviez pas cotisé. Pour le moment, il y a une petite bavure. Vous savez, j'ai de 57 en 60 été à l'armée au moment de l'Algérie, et il y a eu un petit trou dans ma carrière qu'on n'arrivait pas à reconstituer, parce que j'ai fait, vous l'avez dit tout à l'heure, beaucoup de patrons dans la région parisienne. Certains n'avaient peut-être pas tout à fait fait les déclarations. Si vous restiez un jour ou deux mais à tout chaque est fois, régularisé, je vous rassure, je ne suis pas venu pour faire le procès de la sécurité sociale ni des caisses de retraite, tout est à jour. Très bien. Il a fallu 14 mois, mais tout est à jour. S'il est malin avec le blé qu'il avait, il en a bien planqué un petit peu. Faut pas nous prendre pour des cons quand même. On l'a dit, vous le savez, Gérard, on l'a dit que vous aviez planqué du pognon au Canada, on l'a dit. On a bien un Picasso quelque part. On a le droit de dire, Laurent. Les prends-nous pour des cons. Une image pour terminer. Vous vous souvenez, vous aviez une baraque sublime, et dans cette baraque, vous aviez fait creuser à l'intérieur de la baraque une piscine, et à côté de la piscine, vous aviez mis un billot de boucher pour montrer à tous vos invités d'où vous veniez. Vous avez toujours la piscine? Non, la piscine n'est plus, mais j'ai toujours le billot. Donc c'est un rêve qui s'écroule après 20 ans de patinage. Vous n'avez jamais été blessé aussi gravement, Sarah? Non, je n'ai jamais été blessée. Quelques petites entorses avec 10-15 jours d'arrêt, mais vraiment rien de grave. Ouais.
Le problème que vous avez, Stéphane, c'est comme, on peut le dire, parce que tout le monde le sait, vous êtes ensemble dans la vie, vous pouvez pas trouver une autre équipière, vous. Non, et puis j'ai signé avec elle dès le départ, et puis voilà, c'est comme ça. Avec Achille, de toute façon, depuis un moment. Donc, alors, en plus, je suis obligé de faire avec, donc je m'entraîne tout seul, un peu triste, mais c'est comme ça. En plus, c'est elle qui vous tirait d'une certaine façon. Comment ça? Ça y est, ça commence. Non, alors. Non, mais c'est vrai que non, on peut le dire. C'est vrai, Sarah a une plus grande soif de réussite que vous. C'est elle qui voulait toujours aller de l'avant. C'est vrai qu'elle est très meneuse et ça nous a fait quand même quelque chose qu'elle se blesse comme ça. Parce que vous dites d'ailleurs, Sarah m'a fait sortir de mon trou. Grâce à elle, je suis devenu quelqu'un. Donc c'est pour ça que je dis ça. Ouais, c'est vrai que. Je me fais sortir de mon trou. Non, mais si vous avez tu tends quand même la perche, quoi. Professeur Bigard. Oui. Qui profite du moment où elle peut pas trop bouger pour faire un bébé, au moins ça sera fait. Ah. Allez-y, faites-le maintenant. Alors, dès votre arrivée à Paris, vous avez été admise à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Vous avez été opérée par le professeur Saillant. Donc, c'est celui qui avait opéré Ronaldo. Non, mais c'est vrai. Oui, j'étais dans la chambre juste à côté, ou c'était même sa chambre, je sais plus. Alors, vous avez 1 mois et demi de plâtre avant de commencer la rééducation. Et vous, dans le dévouement absolu, vous passez vos nuits à ses côtés pendant le temps où elle est à l'hôpital de la Salpêtrière. Bah, disons que je m'attendais à vivre le plus beau jour de ma vie et j'ai vécu le pire. Donc c'était très difficile et qu'il soit à mes côtés, à mon chevet, lors de l'opération, il était à l'hôpital. Après, il est resté avec moi toute la nuit. C'était quelque chose de, pour moi, très important. Il aurait pu manquer que ça, qu'il aille faire la ribouledingue. C'est vrai. Hein? Oui, et puis remarquez, quand on a touché le fond, on peut que remonter après, de toute façon, non? C'est ce que je me tue à lui dire. Bah ouais, de toute façon, ça peut qu'aller mieux. Maintenant, vous allez remonter, bien sûr. Il n'y a pas de raison. Vous reviendrez ici. Alors le problème, c'est que c'est malheureusement pas fini, puisque l'annonce tardive de votre forfait aurait permis à Didier Gaillaguet, le patron de la Fédération française, de maintenir la juge française, Marie-Reine Legougne, et c'est elle qui, contre toute évidence, a déclaré les Russes vainqueurs au détriment des Canadiens. Vous en savez des choses, hein. Bien renseigné, hein. Non, mais nous, notre problème principal quand Sarah a été blessée, ça a été de la faire rapatrier très rapidement, parce qu'on nous a dit qu'elle ne pouvait pas rester comme ça. Et notre forfait, c'est à la fédération de déclarer notre forfait. De déclarer, donc à partir de là, c'est eux qui s'occupent de ce problème. Mais pourquoi ils problème. l'ont fait aussi tardivement, la déclaration de votre forfait? Ça faudrait leur demander. Ouais, faudrait leur demander, malheureusement. On a demandé à M. Gaillaguet, parce qu'on parle d'arrangement entre la France, vous le savez, entre la France et le bloc de l'Est, pour faire gagner le couple tricolore, Gwendal Pesera et Marina Anissina, ce qui arrive quelques jours plus tard. Alors ça a déclenché un scandale énorme, enfin tout le monde en a parlé, c'est le cas de le dire. Protestation du Canada, enquête, les Russes hurlent en disant qu'on est revenu au temps de la guerre froide, ça devient une affaire d'État. Ah oui, ça a rarement fait autant de scandales. On n'a jamais vu ça. Ouais, on n'a jamais vu ça, donc j'espère que tout va se régler, parce que ça salit un petit peu l'image de notre sport qui est pourtant magnifique. On est vraiment des vrais sportifs, on s'entraîne 6 heures par jour, et c'est dur de se voir comme ça dans les JT. Entre nous, vous croyez qu'il a fait exprès, Gaillaguet, de ne pas signifier tout de suite votre forfait pour pouvoir garder Marie-Reine Legougne, qui elle allait voter évidemment pour les Russes, qui eux après allaient voter pour les Français, franchement? Il y a là quelque chose de bizarre à éclairer, ça c'est clair. On peut pas, enfin, c'est pas qu'on n'est pas au courant, mais non, c'est difficile, difficile. Ils ne peuvent rien faire. On était dans un contexte qui nous permettait pas de toute façon, vous n'aviez pas que ça à faire, c'est sûr. Voilà, eux, ils font du sport 6 heures par jour. Ce sont des sportifs, ce ne sont pas des businessmen qui ont... Non, mais bon, il y a eu des pressions. D'ailleurs, Marie-Reine Legougne dit avoir, dans un premier temps, elle dit « j'ai favorisé les Russes », elle avoue avoir favorisé les Russes, sur instruction de M. Gaillaguet. Et après, elle s'est rétractée. Mais enfin bon... elle a dit qu'elle avait subi des pressions aussi. Oui, de Gaillaguet. Et d'ailleurs, finalement, le CIO, le Comité Olympique International, a donné également une médaille d'or aux Canadiens. Et ça va finir comme chez Jacques Martin. Tout le monde aura 10. C'est l'école des fans, oui. Alors, le seul point positif de l'affaire, c'est qu'il y a une nouvelle façon de juger maintenant. Donc, au lieu de 9 juges, il y en aura 14. C'est mieux, c'est moins bien? Non, c'est moins bien à partir du moment où c'est l'ordinateur qui choisira. L'ordinateur choisira quel juge... En fait, au hasard, oui, voilà, mais d'une façon parfaitement aléatoire. Voilà. Du coup, les juges, ils pourront très bien mettre une note très basse. On ne dira pas leur nom, donc c'est encore pire. Oui, ça permettra toutes les tricheries ce coup-ci. Voilà, donc peut-être pas toutes les tricheries, mais disons que je pense que
l'ISU, l'International Skating Union, a fait ça pour ne plus avoir de problème avec les juges. Et on pourra plus s'en prendre aux juges. Je pense que ça a été fait ça. On s'en prendra à l'ordinateur. Enfin, c'est pas encore voté. Hein, ça sera comme à la Sécu, quand on n'est pas remboursé, c'est la faute à l'ordinateur. Mais ça c'est lamentable parce que si l'ordinateur il écarte des juges honnêtes et qu'il garde les filous, ça sera encore pire. C'est n'importe quoi. Je pense pas que. Enfin, j'espère que ça ne va pas être voté. Alors, il faut dire quand même une chose, c'est que derrière les sourires et les paillettes, le patinage c'est un monde assez dur. Hein. Ça peut se régler à coups de couteau. Tu te souviens de l'affaire Kerrigan-Harding? Et vous, je peux dire aussi, il y a un an, vous étiez victime d'un coup de cutter la veille d'une compétition dans votre chambre d'hôtel. Championnat du monde à Nice. Voilà, vous étiez en train de regarder la télé, on sonne, coup de cutter. Juste au moment où je n'étais pas là. Moi, j'ai pris un coup sur l'avant-bras, j'ai ouvert le bras sans demander, j'ai pris un coup, la porte s'est refermée. Elle se referme automatiquement et j'ai vu une silhouette, mais malheureusement, voilà. En plus, un coup de cutter et depuis, plus un coup de fil, plus rien. En plus, c'était l'un aussi des plus beaux jours de notre vie sportive, puisqu'on était 4e après le programme court. On jouait le podium, c'était les championnats du monde en France, à Nice. Donc, on se pose des questions aussi. Et là, voilà, on voit la nature de Sarah Abitbol. Elle avait dit, tant pis, il faut patiner, il faut y aller, voilà. Et vous y êtes allé, vous avez gagné. Voilà. C'est extraordinaire. On vous a... donc ça va, là, ça s'est arrangé. Oui, c'était très bien, mais Stéphane était à 2 doigts de tout lâcher. Il arrêtait pas de pleurer. Il m'a dit, comment je vais faire pour te porter? Comment je vais faire? Et bon, on a fait une piqûre et il sentait moins son bras, il a pu me porter, mais c'était vraiment un moment très très difficile et d'avoir gagné la médaille de bronze. Notre vie, c'est un roman feuilleton. Bigard, 48 heures avant Bercy, il est sur un scooter, il y a une gonzesse qui pile devant lui, il tape, hein. Oui. Non mais j'essaye toujours, moi je suis très très sensible à ce qui est arrivé à Sarah parce que c'est terrible quand même de se préparer pendant toute une vie et puis de se péter le tendon d'Achille. Et comme moi je pense qu'il faut trouver quelque chose de bien à tout ce qui arrive, là j'ai vraiment du mal pour eux là. Je me dis que vraiment, ou alors je me dis que c'est vrai que dans 2 ans ils vont être à nouveau au top niveau et qu'ils vont peut-être y arriver. De toute façon, on peut plus rien changer à ce qui s'est passé. Oui, et on peut que remonter. On peut pas les annuler les jeux maintenant. C'est trop tard. C'est très bien, c'est très sympa. Il faut avaler le truc maintenant. D'ailleurs, on voudrait remercier. Sarah a reçu, moi ça m'a beaucoup étonné, mais des centaines de lettres de gens qui nous ont écrit. Et donc je voulais leur dire que s'ils veulent avoir des nouvelles de Sarah, on a un site, notre site qui s'appelle hiver.com et ils peuvent. Ils ont des nouvelles tous les jours de Sarah, donc voilà. Je vais vous dire un truc, c'est pour ça que vous êtes là ce soir, c'est que je vous ai vu à la télé. Quand vous êtes arrivé à l'aéroport, j'ai vu votre tête et j'ai dit à Catherine Barma, il faut vraiment qu'on l'invite. Tout s'est écroulé d'un coup. Mon rêve s'est écroulé et sur le moment c'était vraiment très dur. D'ailleurs d'en reparler c'est difficile. Mais bon, mon rêve maintenant c'est de devenir championne d'Europe, championne du monde et peut-être championne olympique en 2006 et j'espère que je n'aurai plus mal. Mais avec la niaque que vous avez, vous allez y arriver. Bien sûr, on va faire un truc, y arriver. On va vous applaudir le plus fort possible. Fatima Belaïd, bonsoir. Vous êtes donc l'ex-épouse de Loïc Le Floch-Prigent, qui a été successivement PDG de Ron Poulenc, PDG de Elf et PDG de la SNCF. Vous, c'était plutôt l'époque Elf. Alors, dans l'affaire Elf, lui, il a eu 28 mises en examen, 6 mois de prison préventive. Il y a eu un procès qu'on a appelé le procès Dumas, qui n'est pas le procès Elf, qui est le procès Dumas. Il a été condamné, votre ex-mari, à 3 ans et demi de prison ferme et à 2,5 millions de francs d'amende. Bon, il y a eu appel. Et dernièrement, quand il y a eu donc l'appel dans ce procès Dumas, votre ex-mari était absent. Il avait une pancréatite. Il était dans une clinique du Liban. Et le médecin-chef de cette clinique du Liban a dit que son état de santé n'était pas gravissime. Quand il était avec vous, est-ce qu'il avait déjà des problèmes de pancréas? Non. Jamais? Non, jamais. Est-ce qu'il avait déjà du psoriasis? Oui, il avait déjà du psoriasis. Bien. Alors, votre ex-mari, je vous donne des nouvelles, il va beaucoup mieux. Il a quitté la clinique au Liban à Zargat le 11 mars.
Voilà, il va bien. Il n'est pas rentré en France. Ça, c'est un petit peu le problème, parce qu'il y a un expert qui l'attend pour l'examiner, mais il n'est pas rentré. L'expert ne veut pas aller au Liban, donc voilà, on est un petit peu embêtés. Est-ce que vous pensez, vous, qui le connaissez bien pour avoir été son épouse, est-ce que vous pensez qu'il est en fuite? Non, je ne peux pas vous dire s'il est en fuite ou pas, je crois pas. Enfin, ça me semble un peu compliqué dans le contexte. Vous pensez qu'il va revenir? J'ai pas de réponse là-dessus, parce que j'ai vécu avec lui un certain nombre d'années sans vraiment le connaître. Ouais. Alors, il vous a quitté, Loïc Le Floch-Prigent, il y a presque 10 ans, du jour au lendemain, hein, vraiment. Voilà, du jour au lendemain. On va en parler. Alors, il était ici, Loïc Le Floch-Prigent, il y a 6 mois, et voilà ce qu'il disait de vous. Magnéto, Serge. Ça, c'est l'erreur. Ça, c'est l'erreur, vous êtes d'accord? Absolument. Hein, c'est-à-dire... Ah si, mon ex-épouse, c'est l'erreur. Mon épouse actuelle, non, mais l'épouse de cette période, oui. Je suis resté 9 mois marié, voilà. Mais c'est 9 mois Fatima Belaïd, donc elle utilisait beaucoup la carte de crédit de Elf. Hein. Un peu trop. 300 000 balles d'Europe, quand même. Ouais, c'est bien. Le fisc est passé, ne vous inquiétez pas. On vous l'a réintégré, on vous l'a réintégré. Pour le contribuable, que le contribuable ne vous se avez vexe raison pas. de penser au contribuable, parce que ce soir, les contribuables, ils doivent être bien énervés devant la télé. Il n'y a pas de problème. Pour le contribuable, pas de problème. Mais pour moi, il y a un problème, effectivement. Ceci n'aurait pas dû être fait. Alors, les 19 millions de francs qu'elle a touchés lors du divorce, qui les a payés? Il n'y a pas lors du divorce. C'est-à-dire, lors du divorce, personne n'a touché quoi que ce soit. C'est 4 ans après qu'elle reçoit cette somme, après le divorce. Moi, je n'ai plus aucune relation avec elle. C'est encore votre ami Sirven qui est... Depuis 4 ans, et c'est notre ami Sirven. C'est un bon copain, Sirven. Et l'appartement à Londres? Ça, c'est première nouvelle. C'est un appartement à Londres. On ne sait jamais s'il appartient à la femme ou à Biderman. On n'en sait rien. Ah oui, d'accord. C'est très compliqué. Il y a un appartement à Londres qui rôde. Un bizarre. Il n'est pas à vous, l'appartement. Ça vous énerve de voir ça? Ça m'énerve. Oui, ça m'attriste surtout. Je trouve ça assez pathétique. C'est surtout, c'est plus de la tristesse que... Oui, ça m'agace aussi, bien sûr. Ça vous fait quoi de le revoir? Un petit pincement de cœur ou plus rien du tout? 10 ans passés. Ouais. Alors, pas vraiment un pincement au cœur, non. Ouais. Quand vous l'avez rencontré, il était déjà laid comme ça ou... Il était plus charmant. Fatima Belaïd, vous publiez cette semaine un livre qui s'appelle « Au cœur de l'Empire Elf, une épouse encombrante » chez Michel Lafon. Vous avez choisi, tout le monde en parle pour en parler, merci. Interview vérité. Alors votre livre est dédié à votre fils Niels, qui est né d'un premier mariage et que le Floch-Prigent considérait pendant toute la période où il était avec vous comme son propre fils. Alors on va parler de vous, on va parler de votre vie. Vous êtes né à Bordeaux au milieu des années 50. Votre mère est allemande et votre père algérien. Alors votre mère, au début de la guerre, elle s'est engagée dans la Croix-Rouge de la Wehrmacht. Et un jour, elle va témoigner à la police. Elle dit « J'ai vu des juifs qui étaient électrifiés sur des fils de fer barbelés. » Et la police lui dit que si elle continue à dire des trucs comme ça, elle ira en prison. Donc elle s'enfuit d'Allemagne et elle va à Bordeaux. Elle s'appelle Maria, votre mère. Là, elle rencontre un dénommé Belhadj, qui est originaire de Tizi. Et à ce moment-là, il y a beaucoup d'Algériens qui arrivent en France pour reconstruire le pays. Hein, c'est après la guerre. Alors, coup de foudre total entre vos parents, au mépris de l'exclusion dont étaient victimes, évidemment, après la guerre, non seulement les Allemands, mais en plus les Algériens. Alors vous naissez en 55, vous grandissez dans une HLM. À l'école, vous êtes victime de votre différence. Oui, il y a beaucoup de racisme à l'époque. Quand un jour j'ai les doigts pleins de henné et qu'on essaie de me l'enlever de force, la directrice de l'école, et que je lui dis que ça ne part pas et qu'elle me gifle et elle me dit et si tes parents sont pas contents, ils n'ont qu'à retourner chez Ben Bella. Oui, on vous traite soit de sale boche à cause de votre mère, soit de sale bico à cause de votre père. Oui, c'est pas très loin après la Deuxième Guerre mondiale. Bien sûr, c'est 10 ans après la Libération. Ça vous donne des migraines. Hein, pendant toute votre scolarité, vous avez des migraines à cause de ça. Et en plus de ça, vous voyez souvent votre père qui est emmené en pleine nuit au commissariat et qui le lendemain matin revient avec le visage en sang. C'est très difficile pour vous cette époque parce qu'on vous explique que vos ancêtres sont les Gaulois, apparemment. Vous y croyez pas trop, hein? C'est difficile à croire. Vous préférez Che Guevara, Angela Davis. Alors vous êtes à ce moment-là très révolté, vous êtes LCR, vous êtes trotskiste, vous êtes lutte ouvrière. Et puis un jour, déçu par le militantisme, vous acceptez un emploi de secrétaire. Ça vous plaît pas? Non, c'est pas vraiment ce que j'avais envie de faire. Mais compte tenu de la scolarité que j'avais eue, faire ce qu'on voit d'ailleurs de plus en plus souvent aujourd'hui, c'était un peu une voie de garage. Alors vous partez de chez vous, vous allez en Allemagne, et là vous rencontrez un dénommé Peter,
vous vous installez tous les deux à Avignon, lui il bosse dans une imprimerie, vous vous occupez de Niels, l'enfant que vous avez avec lui, et alors là vous sortez tous les soirs entre amis à Avignon, et c'est comme ça que vous rencontrez un barbu de 36 ans avec des beaux yeux bleus. Le Père Noël. Le Floch Prigent. Voilà, alors il y a une idylle qui naît, mais 2 ans plus tard, quand vous vous séparez de votre ami allemand, Peter, lui vous invite dans un chalet dans le Jura, vous faites des grandes balades tous les deux, enfin c'est le grand amour. Oui, on est amis avant qu'il ne devienne mon amoureux. Ben ici il faut dire mon amant. Hein. À partir de ce moment-là, vous voyez, surtout d'ailleurs au départ pendant les vacances, et puis en 1988, vous venez vous installer à Paris. Et on est en juillet 89, vous êtes en vacances avec lui à Taormina, et là vous devenez, bon, évidemment, ami, amant, mais aussi presque, vous êtes sa confidente, quoi. Oui. Vous êtes très très proche, il vous fait part de ses doutes, il vous fait part de son enfance, de ses problèmes de jeunesse, de ses parents. Oui, c'est quelqu'un d'assez secret, en fait, il y avait très très peu d'amis, qui se confiaient très peu. Et à moi, il me parlait. Ouais. Donc je suis d'autant plus atterrée par ce qui se passe ensuite. Alors, il souffrait beaucoup d'avoir eu un père indifférent et au contraire une mère très possessive. D'ailleurs, cette mère, vous la rencontrez un jour. Évidemment, elle n'est pas très contente que son fils lui ramène quelqu'un comme vous. Hein. Ça se passe pas très bien, le contact est très froid. Elle vous fait manger un plat de fèves. Et puis alors, si vous dites, c'est le genre de gens comme ça, bretons, cathos, qui passent leur temps à tricoter des pulls pour les Africains, mais qui parlent aussi sans arrêt de la suprématie de la race blanche, quoi. Oui, ça c'est un peu difficile à supporter dans tous les cas, et puis je me rends compte qu'elle a une attitude plutôt méprisante. En fait. Ouais. Je ne suis pas la belle-fille qu'elle aurait rêvé d'avoir. Quelque temps plus tard, Mitterrand nomme Loïc Le Floch Prigent PDG de Elf. Pour vous, Elf, c'est surtout les ronds rouges arrivent, quoi, la fameuse campagne de mon enfance, je me souviens très bien. Vous n'avez pas connu ça, non? Un jour, dans toute la France, il y a eu marqué les ronds rouges arrivent, et il y avait des ronds rouges. Et on ne savait pas ce que c'était. C'était un vraiment. jour, dans toute la Bretagne, il y a marqué le pétrole arrive, c'était Total. Un peu plus crade. Loïc Le Floch Prigent devient à ce moment-là PDG de Elf, qui est la première entreprise française, 7 milliards de francs de bénéfices, 76 000 employés. Et là, il y a un grand moment, c'est le jour où il va prendre possession de la tour Elf et il vous emmène dans ce qui sera désormais son bureau, c'est-à-dire au dernier étage, vous dominez tout Paris, vous êtes un peu les rois du pétrole, on pourrait dire. Lui probablement, moi non. Ouais. Je l'accompagne Ouais. et je crois qu'il avait envie de me faire partager ce moment qui était important pour lui. Et là, il vous confie la création d'une fondation humanitaire, la fondation Elf, à la fois pour redorer le blason de la compagnie, et parce qu'aussi les épouses des chefs d'État africains avec qui Elf est en contact font toutes dans le caritatif, donc ils pensent que c'est une bonne idée de vous donner ça. Oui, en fait, ce qu'il souhaite, c'est créer une fondation à vocation humanitaire afin de redorer le blason de la compagnie et puis d'apporter une aide humanitaire dans les pays où Elf puise le pétrole, faut dire. Hein. Et donc, il me demande de m'en occuper et j'accepte, en fait. Alors lui, vous pousse effectivement à monter cette fondation. Il n'y a que Alfred Sirven qui est dubitatif. Oui, Alfred pense que c'est pas une bonne idée. Et d'ailleurs, on va voir par la suite que c'est pas vraiment une bonne idée parce que je suis exposée et qu'il y a des gens dans l'entourage de Loïc qui ne supportent pas que je sois à cette place-là. Mais c'est vrai, en même temps, que vous devenez un personnage quasi officiel de la République. Le Floch Prigent vous emmène partout avec lui dans un Falcon 900, qui est un avion extraordinaire, qui est un avion appartement. T'en as deux. Donc vous faites la tournée des maîtres de l'Afrique noire, les dîners, les réceptions. C'est comme une revanche pour vous quand même sur la vie, non? C'est pas une revanche, c'est un peu féerique, c'est un rêve. On voyage beaucoup ensemble et je suis... En fait, il souhaite que je l'accompagne dans tous ses voyages et c'est plutôt atypique parce que jusqu'à présent, on n'a jamais vu un président de compagnie amener sa femme comme ça avec lui dans tous ses déplacements, dans les voyages officiels. Mais pourquoi il veut vous emmener? Est-ce que c'est par exemple parce que comme vous êtes d'origine algérienne, il revendique le fait que vous soyez algérienne, ça, quelque part, c'est une provocation pour lui. Voilà, et puis ça lui permet aussi des contacts peut-être plus faciles avec les pays du tiers-monde où Elf puise son pétrole, non? C'est possible, mais je pense qu'à l'époque, il était très épris, même s'il dit aujourd'hui que c'était une grave erreur, ou sa pire erreur, bien que je pense que ça soit plus une erreur, à mon avis, stratégique, mais pas une erreur amoureuse.
Je pense qu'il avait un grand plaisir à m'avoir avec lui. Il avait le béguin pour vous, quoi. Eh ben oui. Mais quand on vous voit, on comprend. Hein. Merci. Alors en 90, vous vous mariez. Alors le week-end de noces, c'est à Marrakech, à la Mamounia. Ensuite, vous allez à New York pour l'introduction du groupe Elf en bourse. C'est l'hôtel Pierre, qui donne quand même sur Central Park. Je veux dire, c'est quand même une super vie. Hein. C'est une super vie. Ouais. J'avais pas le beaucoup tour du monde en voyagé tapis avant. rouge. Hein. Oui, c'est ça. C'est tout à fait extraordinaire. Vous allez partout, Moscou, l'Asie centrale, le Qatar. Vous prenez un appartement de 300 mètres carrés rue Octave Feuillet à Paris, un duplex avec terrasse. C'est reine d'un jour, là. Oui, tout à fait. C'est la belle vie, c'est fantastique. Et... Mais il ne le trouve pas assez beau, l'appartement de la rue Octave Feuillet, alors il prend un hôtel particulier rue de la Faisanderie, 45 millions de francs. Oui, lui, il avait d'autres projets, en fait. Ouais. Il souhaitait acquérir un appartement, quelque chose qui lui appartienne, et on était très bien rue Octave Feuillet. Alors, en plus, il prend encore un deuxième hôtel particulier, c'est insensé. C'est vrai pour la Fondation, hein. Rue du Mont-d'Urville pour la Fondation Elf. Hein. Oui. Voilà. Alors, il est de plus en plus mégalo, quand même, faut dire, à ce moment-là, non? Je pense que quand on accède à un poste avec autant de pouvoir, il disait lui-même qu'il avait plus de pouvoir qu'un ministre, on perd un peu la tête. Ouais. Il se déplace plus qu'avec un cortège de voitures, gyrophares, même pour aller acheter le pain. Il se croit invulnérable à ce moment-là. Oui, je crois qu'il se pense invulnérable. Ouais. Alors, il y a un problème. C'est pas de pain. Il y a un problème, c'est que Danielle Mitterrand, qui a fait la Fondation France Liberté, elle prend un peu ombrage de la Fondation Elf, et vous faites une erreur. Elle vous envoie un jour son ami, son grand ami, Raphaël Doueb, qui vous propose quelque chose et vous les conduisez. Et elle vous en a voulu, Danielle Mitterrand, pour ça. Oui, en fait, moi, je ne prends pas très au sérieux ce qu'on me raconte quand on me dit que Madame Mitterrand est agacée, qu'on me raconte qu'elle pense que je vais absorber sa Fondation France Liberté. Je ne peux pas imaginer une seconde qu'elle puisse croire ce genre de choses. Je pense que plus il y a d'associations, oui, voilà, mieux le monde se porte. Donc je ne prends pas vraiment au sérieux. Et quand Raphaël Doueb vient me voir, le budget de l'année est déjà bouclé. Ce qu'il me propose ne rentre pas du tout dans le cadre des attributions de la Fondation. Et je refuse. Et vous saviez que c'était un grand ami de Danielle Mitterrand, Raphaël Doueb? Oui. Alors il y a un dîner qui est organisé rue de Bièvre, hein, c'est Madame Mitterrand elle-même qui vous appelle. Alors c'est un dîner où il y a Roger Hanin, Christine Gouze-Rénal, Roland Dumas. Là vous découvrez un Loïc Le Floch-Prigent très cirpompe avec le président de la République. Obséquieux, oui, un petit peu, oui. Mais bon, c'est pas le seul. Tout le monde avait envie de plaire au président Mitterrand. Personne ne vous adresse la parole pendant ce dîner? Personne. Donc moi j'y vais parce que Alfred Sirvin insiste. J'ai pas vraiment envie d'y aller compte tenu des relations un peu tendues avec Madame Mitterrand. Je comprends pas vraiment son invitation et j'accepte parce que Sirvin me dit que le président veut absolument faire ma connaissance. Alors au retour, Loïc Le Floch-Prigent vous prend la main dans la voiture. Il est assez penaud, hein, vous dites dans votre livre. Et puis là, des rumeurs commencent à courir sur vous. On vous accuse de vouloir balancer ce que vous savez sur les détournements de fonds au sein de l'affaire Elf. On vous accuse donc de demander de l'argent en échange de votre silence. On vous accuse même de faire partie d'un réseau de call girls et d'avoir été recruté par Tarallo, le grand adversaire de Sirven, pour séduire Loïc Le Floch-Prigent. Oui, alors on raconte beaucoup de bêtises à cette époque, des tas de rumeurs en fait que Loïc et Alfred font eux-mêmes courir pendant un temps pour justifier en fait le fait que je vais être répudiée juste après, que je dois dégager finalement. Alors on vous accuse d'être capricieuse. Oui, on dit que vous avez fait changer la moquette de votre bureau parce que vous n'aimiez pas la couleur. Voilà, non, j'étais allergique en fait. Hein. Je suis allergique à beaucoup de produits toxiques et je suis allergique à la colle. Donc j'ai supporté pendant 3 jours et puis le 4e, on a changé, on a enlevé la colle et on a reposé la moquette. Alors, à ce moment-là, ça a l'air d'aller mieux. Vous partez en vacances aux USA, à Long Island, à Cape Cod, et tout devrait aller bien. Et au moment comme ça, vers la fin des vacances, vous trouvez que Loïc Le Floch-Prigent est pas très bien. Il est dans un profond désarroi. Il vous fait des sourires de façade. Et puis quand vous vous approchez de lui, qu'il est au téléphone, vous dites ça va? Ouais, tout va bien. Mais enfin, vous sentez qu'en fait, ça va pas. Ouais, non, ça va pas. Il a préparé son départ et je l'apprends ensuite, quand l'instruction a démarré d'ailleurs,
qu'il a déjà pris un appartement à 2 pas de la maison d'ailleurs, et qu'il a déjà un plan bien précis pour me quitter. Il n'en laisse rien paraître pendant ses vacances aux USA. Alors au retour, vous partez 2 jours à Avignon chez votre copine Irène, et quand vous revenez à Paris, les affaires de Loïc Le Floch-Prigent ont disparu de l'appartement, et là vous n'arrivez plus à le joindre. J'ai essayé de l'appeler, il n'est pas là, sa secrétaire me fait savoir que de toute façon il ne veut plus me parler, qu'elle a reçu des ordres, et je reçois dans la soirée la visite de Maurice Biederman qui me dit que Loïc veut divorcer et qu'il faut que je démissionne de la fondation très rapidement. Je refuse. Parce que ce que je veux, c'est voir mon mari à l'époque et avoir une explication. Je ne comprends pas son départ, la raison de sa fuite. Je ne sais pas pourquoi il est parti aussi brutalement. Il n'y avait pas de conflit entre nous, on n'avait pas de problème. Je crois qu'on avait sûrement des problèmes comme tous les couples, mais pas de quoi se séparer sans un mot. On avait été amis pendant longtemps, je pensais bien le connaître. Et s'il avait voulu me quitter, parce qu'il n'était plus amoureux ou qu'il ne pouvait plus vivre avec moi pour des raisons affectives ou personnelles. Mais attendez, dans l'intimité, ça se passait toujours très bien. Mais ça se passait très bien. Et il vous quitte, c'est votre mari, ça se passe bien, il n'y a pas de souci. Et du jour au lendemain, il vous quitte. Quand vous revenez, l'appartement est vide. Je rentre chez moi, il a plus ses affaires. Les affaires de son fils ont disparu de la chambre. Il y a même le lit, il n'y a plus rien. Et pas un mot d'explication. Et à ce moment-là, on vous accuse d'avoir piqué 1 million dans les caisses de la Fondation, et le jour où vous les vérifiez, tous les documents ont disparu. Voilà, parce que je refuse, de divorcer, de démissionner de la Fondation, et je fais savoir à Maurice Biederman que dès le lendemain, je me rendrai au bureau, et que j'irai travailler comme d'habitude. Il me dit, mais ça, je ne crois pas que ce soit une bonne idée, parce que figurez-vous qu'il semblerait qu'il manque 1 million dans la caisse de la Fondation, et on vous accuse de les avoir pris. Donc j'ai dit, mais je serai au bureau demain, et je réunirai le conseil d'administration, j'éplucherai compte après compte, et on verra que rien n'a disparu. Et quand j'arrive le lendemain matin à la Fondation, on refuse de me laisser rentrer, il y a 2 gardes du corps pour m'empêcher. J'appelle Maurice Biederman, je finis par rentrer, et quand j'arrive dans mon bureau, c'est comme à la maison. Le bureau a été vidé, j'ai plus aucun document, même plus mes agendas, même plus mon carnet de notes personnel, plus rien. Voilà, c'est un vrai cauchemar, son histoire. C'est un vrai cauchemar. Et à ce moment-là, je trouve une lettre sur mon bureau de M. Bechtel qui est C'était le mec que vous avez mis là pour vous fliquer, Bechtel. Pour me fliquer complètement. Donc, cette lettre me dit que les mémoires de des ordinateurs ont été effacées. Il n'y a plus les statuts, il n'y a plus les comptes, il n'y a plus rien. Et qu'on va faire une enquête de police. Et qui va en référer au président de la compagnie. Alors à partir de là, ils vont tout faire pour vous faire accepter le divorce. Menaces de mort. André Guelfi un jour vous convoque au bar du Ritz, Dédé la Sardine, et il vous montre des documents estampillés police nationale. Absolument, oui. Qui parlent du passé de vos parents, de vos problèmes psychiatriques, de votre vie dissolue et même de partouze. Voilà, alors ce qui est assez choquant, c'est que sur le passé, tout est absolument exact. Sur la vie de mes parents, tout est réel, c'est exact, c'est la vérité. Et puis, quand on arrive au présent, je fais des partouzes dans mon appartement, je m'occupe même de mon fils. J'ai un comportement aussi de quelqu'un de pas tout à fait normal. Je suis épuisée, surmenée, et finalement, ce qu'il me conseille, il me conseille de partir dans une maison de repos, que je dois accepter ce divorce, que j'ai pas d'autre choix, et que si je continue sur mes positions, je serai probablement donc enfermée, et que Loïc prendra la garde de mon fils. Il y avait police nationale sur ces documents. Il y avait police nationale sur le document, donc c'est ce qui me choque le plus. Alors on vous explique que Loïc Le Floch-Prigent est prêt à faire enlever l'enfant, à vous donner de l'argent en Suisse. Si vous acceptez le divorce, on vous propose 15 millions. Voilà. En attendant, c'est plutôt 30 000 par mois de temps en temps. Mais vous les avez eu, les 15 millions, pour finir? Je les ai eus. Alors on vous menace d'accident, aussi, enfin on vous menace de tout. D'accident, oui. Parce qu'à l'époque, en fait, je veux raconter comment le président de la première compagnie française traite sa femme, les menaces, les pressions pour me faire divorcer. Enfin, en bas de chez moi, il y avait une voiture avec 2 types en permanence qui surveillaient. Mon téléphone était sur écoute, et certains se faisaient un plaisir de me rapporter les conversations que j'avais eues, les endroits où j'étais allée. Donc j'avais menacé à un moment donné de parler à un journal et
de raconter ce qui m'arrivait. Et là, on m'a dit d'abord que tout le monde s'en foutait de mon histoire et que personne ne me croirait, ce que je pense à l'époque, parce que l'histoire est tellement abracadabrante que je pense qu'effectivement, personne ne va me croire, et compte tenu aussi que régulièrement, on me dit que je suis pas saine d'esprit, que je suis un peu... Alors, quand vous en parlez quand vous en parlez à celui qui est encore votre mari à l'époque, il vous répond, ça nous dépasse, on n'y peut plus rien, enfin, c'est-à-dire que... Il a l'air finalement d'être sous influence, lui. Oui, voilà. Moi, connaissant le Loïc que je connaissais à l'époque, j'imagine pas un instant qu'il ait pu partir comme ça de son propre chef. Donc je suis, moi, persuadée qu'on le pousse à divorcer. Et la confirmation, entre guillemets, parce qu'il y en aura d'autres après, mais la première, c'est que lorsque j'essaie de faire en fait un geste, parce que ce que je souhaite, moi, c'est qu'on puisse s'expliquer, c'est quand même l'homme avec qui je vis, avec qui je me suis mariée, et que j'aime à l'époque, j'ai envie de comprendre ce qui nous arrive, je lui envoie un bouquet de fleurs pour son anniversaire. Et à ce moment-là, ça l'a visiblement touché, il me téléphone en fin de journée du bureau pour me dire que il a été très touché par les fleurs, et puis à un moment donné, la voix se casse et il pleure. Parce que je lui dis, moi, mais enfin, ne laisse pas les autres régler nos histoires, parce que je n'ai affaire qu'à des intermédiaires, c'est-à-dire qu'il disparaît et je ne le revois pas. C'est Alfred Sirvin, entre autres, qui me dit à un moment donné, en tapant du poing sur la table, vous ne reverrez jamais votre mari, c'est terminé. Si vous avez un compte à régler, c'est avec moi. Et je lui réponds, moi, mais ce n'est pas avec vous que j'ai été mariée, je veux parler à mon mari. C'est un vrai cauchemar, en fait. Et à ce moment-là, lui me dit, mais ça n'est plus... Je lui dis, réglons nos problèmes entre nous, s'il te plaît, viens, parlons-en. Et il me dit, mais ça n'est plus entre mes mains, et ça nous dépasse, et je ne peux plus rien faire, et je ne t'appellerai plus, ça me fait trop mal. Voilà, ça c'est les dernières paroles sincères que j'ai dû avoir. Finalement, vous acceptez le divorce et vous partez en Palestine, vous partez à Gaza, retrouver vos racines arabes pour vous reconstruire. Et vous dites à Gaza, finalement, j'étais moins en danger qu'à Paris. Et puis voilà, et puis ensuite il y a la mise en examen, votre mise en examen, vous êtes la première d'ailleurs dans l'affaire Elf. Hein. Et Loïc vous met à partir de là toutes les sommes dépensées sur le dos, c'est ce qu'il a fait quand il était ici. Oui, c'est facile de justifier ainsi ces débordements financiers. Et ça jouait sur quelle somme 300 000, ça me paraît drôlement démesuré, mais c'est vrai qu'il m'a accompagné à acheter des robes, et compte tenu de la position qu'il avait, et je l'accompagnais dans tous ses déplacements, j'avais à être habillée. C'est marrant, cette République où tout le monde fait les courses ensemble. Il y a Christine Devier-Joncourt qui accompagnée Dumas chez Berluti. Loïc Le Floch-Prigent qui vous accompagne. Enfin, c'est bien. Arlette Laguillet va toute seule chez Tati, je vois ce que vous dire. Attention. Fatima Belaïd, il y a 3 solutions. La première, c'est qu'effectivement, Loïc Le Floch-Prigent a appris des choses graves sur votre passé. La deuxième, c'est que vous savez des choses que vous n'auriez pas dû savoir. Et la troisième, c'est un ordre de Mitterrand que Loïc Le Floch-Prigent n'a fait qu'accepter sans discuter. Quelle est la bonne réponse? La troisième. Vous pensez que c'est Mitterrand qui a dit à Le Floch-Prigent, il faut que vous quittiez cette femme? Absolument. Et d'ailleurs, beaucoup de protagonistes dans le dossier, et des personnalités pas des moindres, sont venus le confirmer. Pourquoi, à votre avis? Pourquoi? Parce que j'étais trop présente, que c'était la première fois c'était atypique dans ce milieu. C'était la première fois qu'un président de société de cette importance, en plus, amenait son épouse avec lui dans tous les déplacements, dans les voyages officiels. J'ai assisté à des signatures de contrats, et je pense que certains avaient peur et se méfiaient de ce que j'avais pu entendre ou des confidences que Loïc aurait pu me faire. Donc j'étais gênante. Merci. Fatima Belaïd, ex-épouse de Loïc Le Floch-Prigent.